Vous êtes branchés sur la fréquence 9-3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9-3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Les bus sont terminés pour Harry et compagnie. Il est donc l'heure maintenant de sauver le monde de la magie. Il est sympa ce Voldemort, il attend quand même que les examens soient terminés pour passer à l'action, donc ça, on peut dire chapeau quand même. Surtout que le temps presse après la vision que vient d'avoir Harry. Et oui, parce que visiblement, Sirius est retenu prisonnier au département des mystères. Et face à ça, nos jeunes héros vont vite se sentir désarmés et isolés. Parce que même s'ils se sont préparés toute l'année avec LAD, passer à l'action n'est jamais évident. C'est clair, mais au moins nous, on ne sera pas si seuls que ça, puisqu'on va pouvoir compter sur le soutien de notre invitée Élise, une auditrice de l'émission. Salut Élise, est-ce que ça va ? Ça va super bien et vous ? Bah oui, ça va. Écoute, on est content que tu nous accompagnes sur ce chapitre 32. Tu as candidaté, comme la plupart des invités qu'on reçoit à la fréquence, pour te présenter un petit peu à ceux qui nous écoutent. Hormis le fait que tu as une très belle bibliothèque derrière toi pour te présenter. Désolée ceux qui n'ont pas l'image, mais faut être sur Patreon. La bibliothèque tient tout l'écran. Hein. Je suis très jalouse. Je pourrais encore pousser l'ordinateur que vous la verrez pas en entier à mon avis. Incroyable. Wow. Ouais. On a... Un peu de jalousie. Ouais. Grande passion. Ouais. Bah oui, et justement, au niveau de ta passion d'Harry Potter, comment ça a commencé et aujourd'hui, ça se traduit comment ? Alors, ça a commencé bancalement. Contrairement à beaucoup de vos auditeurs qui ont ça dans le sang, qui ont lu le premier livre, qui les ont parfois attendus à la bibliothèque, enfin aux librairies, ou vus au cinéma. Moi, la première fois que je pense que j'en ai entendu parler, je devais déjà avoir 11 ou 12 ans. J'étais à un anniversaire et l'enfant chez qui j'étais a eu Harry Potter 6 en DVD. Il le met et je suis en mode « mais je comprends pas et ça m'intéresse pas ». Je laisse tomber, j'en entends plus parler jusqu'à mes 16-17 ans où j'ai une révélation de me dire « mais en fait, je suis à la bourre, j'ai jamais vu Harry Potter, tout le monde en parle autour de moi. » Je regarde tous les films avec mon petit frère et je dis « mais en fait, c'est trop bien. » Je trouve les livres que j'ai ici maintenant en brocante, vraiment pas cher. Et je me les tape tous les 7 d'un coup et c'est né de là, d'un coup à 16-17 ans. Et quel âge as-tu aujourd'hui ? J'ai 28 ans maintenant. 28 ans. Ok. Mon petit frère a 8 ans de moins que moi, mais c'est l'un des trucs qu'on partage ensemble, d'avoir regardé Harry Potter. On a fait les tests de maison sur le site à l'époque et voilà, c'est né un peu bancalement, mais c'est là maintenant. Et aujourd'hui, vu que tu as découvert par l'univers film, est-ce que l'univers film est plus important pour toi dans ton univers que l'univers livre ? Ou est-ce que c'est l'inverse ? Ou est-ce que c'est à niveau égal ? Non, en grande liseuse, c'est les livres, évidemment. Après, j'ai toujours plaisir à regarder les films, c'est un peu les trucs doudou, quoi. Ouais. Les livres, c'est plus long à relire, mais ça fait toujours partie de ma vie. J'écoute le podcast en même temps et par exemple, l'année dernière, j'ai re-regardé les films avec une amie qui n'avait pas lu les livres. J'ai passé mon temps à mettre sur pause pour lui donner des anecdotes. Elle était contente. Mais ça va, parce maintenant, que y en a, ils sont... Non, ça elle peut les était trop braquer. contente. Ok. Et les anecdotes que j'apprends à la fréquence et ceux qu'on a appris sur les livres, donc c'est trop cool. Et justement, tu parles de la fréquence, mais comment tu as découvert la fréquence ? Alors, j'arrive plus trop à m'en rappeler parce que je pense que vous étiez déjà au livre 2 quand j'ai rejoint la fréquence. Mais il me semble, peut-être que c'était avec l'épisode de Thomas Dozer, qui a fait une story et j'ai fait « Oh mon Dieu, il existe un podcast sur Harry Potter ». Parce qu'en fait, j'aimais pas les podcasts avant le vôtre. Ça m'attirait pas du tout. Et je l'ai découvert du coup grâce à vous. Il y a eu le moment où j'avais fini les épisodes et j'ai écouté tout le podcast, du coup. J'étais en manque. Et maintenant, je les écoute dès qu'ils sortent. Ça m'a beaucoup accompagnée dans des longs trajets de voiture, etc. Donc voilà. Mais je crois que c'était avec ça, avec Thomas Dozer, il me semble. Bah, merci Thomas et son million d'abonnés. Ouais, c'était un chouette Ils enregistrement. sont pas arrivés jusqu'à nous. Non, pas... À l'époque, il avait pas 100 millions. Quand il est venu, non. Après, il était... Oui, il débutait avec Amixem, donc il n'était pas encore au milieu. Ouais, nous, on le connaît d'avant, c'est pour ça, et c'était trop cool de l'avoir. Il y a des gens qui hallucinent, en fait, on aujourd'hui. a connu, parce que peu de gens le savent aujourd'hui, les gens qui le suivent, mais en fait, on a connu Thomas parce qu'il était podcasteur auparavant, avant d'être sur YouTube, et notamment, c'est un passionné de cinéma,
et vous pouvez toujours l'écouter aujourd'hui, c'est Parlons Péloche. Ouais, son Donc podcast, ouais. voilà, Et maintenant, son... il fait des OP où il a des petits formats, des petits reels Oui. où il conseille des films, etc. Et ça Enfin, se voilà. sent que c'est vraiment un passionné pour le coup. Les reels sont quali parce que Ouais. c'est un passionné de cinéma. Ouais, gros cinéphile, hein, Thomas. Non, c'était cool de l'avoir, on s'est revus en plus. On a gardé contact et tout. Et c'est un fan d'Harry Potter aussi, hein. Il nous écoute en s'endormant. Alors, je sais pas si c'est encore le cas. Mais écoute, peut-être que là, Thomas, 2 heures, est en train de s'endormir. Bonne nuit, Thomas. Élise, pour revenir vers toi, parce que c'est toi qui nous intéresse. Après toutes ces années, si tu devais avoir une préférence en livre et en film, est-ce qu'il y en a une qui se dégage? Oui, clairement. Mes livres et films préférés, c'est le 4 et le 5. Voilà. Je sais que le 4 est souvent, en film en tout cas, un peu critiqué parce qu'ils l'ont très raccourci. En même temps, le livre, c'est un pavé, quoi. Et contrairement à l'avis public, je n'aime pas le 3. Ok, Voilà. Le intéressant. film et le livre ou les deux? Non, j'aime beaucoup, on va dire, mais je sais qu'à chaque fois qu'on écoute l'épisode, un coup sur deux, c'est le 3 qui est préf. Et en livre, ça va. En film, c'est pas du tout mon préféré. Honnêtement, j'ai l'impression de voir 2 fois la même chose, puisqu'elle revient dans le temps. Et alors la première fois, il y a l'effet waouh Ah oui. et maintenant, bah, pas plus. Et voilà, du coup, ça me fait sourire quand, vos auditeurs et auditrices disent que c'est leur préf. Mais moi, c'est le 4 et le 5 j'aime particulièrement après, mais le 6 et le 7 pour la maturité qu'ils apportent et le changement un peu de style où par exemple dans les 7 où on est sur, un rythme beaucoup plus lent, mais c'est fait exprès, c'est pour poser, il y a beaucoup de psychologie et cetera et je trouve qu'en étant plus âgé, c'est ceux qui me parlent le plus. À partir du 4, on va dire. Toi, tu n'es pas seul, c'est Justine dans le chat Patreon qui nous dit idem, j'aime pas le troisième film, je me sens moins seul. Mais Voilà. j'ai mis du temps. Je sais pas si tu te souviens, mais Ouais. je t'avais dit à l'époque que le film 3 me parlait pas du tout. J'aimais pas du tout le style qui, pour moi, ne correspondait pas à l'univers d'Harry Potter. Tu t'en souviens? Ouais, je m'en Et souviens. finalement, bah, tu m'as parlé d'Alfonso Cuarón, pourquoi ça Je t'ai cadrait brainwash. bien dans l'évolution du film. Et avec ce prisme de cinéphile, tu dis ah ouais, ok, d'accord, je comprends. Bah, c'est ça, c'est que moi, je trouve que c'est le meilleur film en termes cinématographiques. Je trouve que c'est le meilleur et de loin. Mais après, ça reste un film qui s'insère dans une saga cinématographique de 8 films, etc. Et là-dessus, je peux comprendre que déjà, il y a un énorme changement de ton par rapport au film de Chris Columbus, qui n'a pas plu à tout le monde, qui plaît toujours pas à tout le monde aujourd'hui encore. Même si je trouve que ça a été quand même la pierre angulaire de tout ce qui a suivi ensuite, parce que tout l'univers s'est construit, ou presque, je dis tout, j'exagère, mais beaucoup de choses se sont construites à partir du 3 et ça a donné le ton jusqu'à la fin. Mais En même temps, tu ouais. passes de Columbus, le monde quand même assez enfantin, Ouais. à Cuarón, où là, d'un coup, c'est beaucoup plus dark, hein. Ouais. Et justement, là, en fait, entre l'enfance et l'adolescence, il y a eu une fracture énorme dans l'univers film. Très hâte de voir la série parce que je pense qu'ils vont plutôt essayer de faire quelque chose qui va se transformer petit à petit. Voilà, ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus homogène. J'imagine, en tout cas, c'est ce que j'aimerais parce que c'est vrai que la fracture était quand même assez importante. Et là, tu sais, je rattrape tout fait le dupe. Et Mmh. pour la Gen Z, Harry Potter 3, ça fait partie des traumas notamment parce que le film Ah était bon? tellement sombre, etc. Ouais, il y a des images qui ont marqué le loup-garou et tout. Voilà, Ah moi, c'est apparemment. le basilic. Ah, le basilic dans le 2 aussi. Ouais. Pour moi, c'était ça, le basilic, dans le 2, ouais. Et en personnage, Élise, est-ce qu'il y en a un ou une qui se dégage? Oui, moi j'adore, McGonagall, par exemple, Ah! vraiment, Minerva. C'est un personnage vraiment, secondaire dans les livres et dans les films, mais je m'identifie beaucoup à elle parce que je me dis qu'en temps de crise, je suis pas assez courageuse pour aller au-devant des combats, avant, je dirais, à part au 7 où elle est vraiment dans les combats, mais ça reste plutôt, quelqu'un qui défend, Harry ou qui défend sa maison, qui défend les élèves, mais comment dire? Elle le fait de manière un petit peu plus, sous-jacente. Enfin, je sais pas comment dire. Elle Mmh. expose pas forcément, ça et je trouve qu'elle se révèle avec les films. Elle a un côté, sec et autoritaire, mais tellement protecteur envers les autres. Moi, c'est un personnage auquel je m'identifie pas mal et elle a trop la classe. Mais quand même, Ah! tu pas de chance, parce que du coup, on vient de faire le chapitre précédent où justement, là, pour le coup, elle a Oui, été à l'avant du combat et je sais pas si tu te souviens quand ils veulent arrêter Hagrid Oui, et justement. Ombrage et ses sbires, du ministère, vont l'arrêter. Donc du coup, il y a des stupéfixes et cetera et il y a un Aurore, en fait, qui stupéfixe McGonagall qui va à 3 l'avant même, du elle se combat. prend 3 Oui, ouais stupéfixes et tout. et elle est à l'infirmerie et
Tu vas s'en mettre, la pauvre Mago. Mais justement, dans le chapitre, c'est intéressant parce que McGonagall va un petit peu briller par son absence. Enfin, il y a quelque chose de. En fait, elle n'est pas là, elle va être emmenée à Sainte-Mangouste. Et en fait, Poudlard sans McGonagall, c'est un peu Poudlard sans Hagrid. Il y a quelque chose qui manque, quoi. Et en fait, elle fait partie des piliers de Poudlard, comme Hagrid, comme Dumbledore. Et on va le voir dans le chapitre, ce qui est assez choquant, c'est que tous les trois sont plus là. Mm. Et Oui, ouais. et en plus, je trouve que quand Dumbledore est absent, c'est un peu Minerva qui est directrice adjointe, Oui. en fait. Ouais. Elle n'a pas le poste sur sa fiche de poste, mais en tout cas, c'est ce qu'elle fait. Et Ah bah si, elle est est... directrice adjointe, hein. Déjà de base. Ah oui, officiellement, c'est vrai. c'est elle qui écrit les lettres. Oui, c'est marqué sur les lettres, ouais. je crois, Ouais, c'est ça. d'admission. Ah, ça y est, ça me revient. Ouais, c'est pour ça que elle prend ce rôle après la mort de Dumbledore, par exemple, à la fin du 6. Oui. Ouais. Ok, super. Et Elise, tu vas rester avec nous pour un after show Patreon. Attends, on n'a pas demandé la maison. Ah, on n'a pas demandé la maison. La maison. Oh là là, j'ai failli me prendre un Ouais. backlash. Ta maison, Elise. Si t'en as Moi, une. je suis Poufsouffle. Ah, j'aurais dit Serre d'Aigle ou Poufsouffle. Et ascendant Serre d'Aigle à cause de... Bah oui, ça. c'est ce là. À cause de tous Mais les j'ai livres. fait les tests 2 fois à 2 âges différents et les 2 disent Poufsouffle. Et je suis très fière de cette maison. Trop cool, une J'aimerais Poufsouffle. tellement avoir un mur bibliothèque. Ouais, et puis les couleurs, ça donne trop envie. As-tu une échelle pour parcourir les différents rayonnages? Non, mais c'est dans... Alors, je suis pas propriétaire, je suis locataire. Mais le jour où je serai propriétaire, mon conjoint s'est porté volontaire pour me fabriquer ça. Ah Oh là ouais. là. Oui. J'aimerais bien. Comme Ollivander, là, avec ses baguettes, là. Marie idéale. De fou. Mon rêve. Mais ouais, en tout cas, très belle bibliothèque. Et justement, il va y avoir un lien avec l'after show parce que tu es une grande liseuse. Et du coup, tu nous as proposé le thème des histoires d'amour dans Harry Potter. Tu peux nous dire pourquoi? En fait, je lis depuis longtemps, depuis je pense mes 4-5 ans. J'ai jamais arrêté et en vieillissant, on va dire depuis maintenant une quinzaine d'années, je lis beaucoup d'histoires d'amour, donc de la romance, de la new romance pour ceux à qui ça parle le plus, de la romantaisie et je trouvais que dans Harry Potter, les histoires d'amour, elles ont une juste place parce que si on les avait pas mises, ça aurait pas reflété la réalité d'une adolescence. On va dire qu'entre 13 et jusqu'à 17 ans, dans Harry Potter, c'est pile l'âge quand on est au collège-lycée où on a nos Clairement. premières histoires. On parle que de ça avec les copains. C'est vraiment le sujet, les potins. Et je trouvais que J.K. Rowling avait offert une place assez juste aux histoires d'amour. Elles sont pas trop présentes, mais assez pour qu'on les oublie pas. Comme je lis beaucoup de new romans, je me suis dit ce thème-là pourrait être chouette à aborder. Très bonne idée. Bah Je suis ouais. carrément d'accord. On J'ai va- trop hâte de t'écouter. Ouais, on va passer ça en revue avec les couples qu'on connaît. Et puis, comment on pourrait les caser dans des genres ou des sous-genres de la littérature. Dans quel type de romance il pourrait tomber, ouais. C'est ça. Et puis, parler Malfoy, dark romance. De fou. Oui, parler À un de moment, fanfic aussi. j'avais mis l'histoire des parents de Malfoy, donc Mérop et Tom Jedusor Senior. Ah, de Et je me Voldemort, l'étais- ouais. oui. Et de Voldemort. Et je m'étais mis 2 points. Relation toxique, on n'en parle pas. Oui. Dark romance. Tom Jedusor et romance. Méropée, assez clair. Et bien ça D'accord. sera sur Patreon. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de la présentation. Les Patronus ne s'offusquent pas, donc je pense que c'est bon. Bon, on peut retrouver notre pauvre Harry qu'on avait laissé par terre dans la grande salle devant tous les autres. Que va-t-il se passer après la vision qu'il vient d'avoir? Réponse maintenant. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Chapitre 32. Hors du feu. Alors, on retrouve Harry exactement là où on l'avait laissé, c'est-à-dire juste après sa crise durant l'épreuve de Buse. Le professeur Tofty l'a sorti de la grande salle. Il lui conseille d'aller à l'infirmerie. Mais Harry explique qu'il s'est simplement endormi et qu'il a fait un cauchemar. Comme il reste très peu de temps avant la fin de l'épreuve, l'examinateur l'autorise à quitter l'examen et Harry ne se fait pas prier. Il rejoint finalement bien l'infirmerie en courant à toute vitesse dans le château, mais uniquement dans le but de voir le professeur McGonagall. Justement, on va parler d'elle. Sauf que Madame Pomfresh explique à son arrivée que la directrice de Gryffondor est partie ce matin même pour Sainte-Mangouste. Hélas, 4 stupéfixes d'un coup à son âge en même temps. Paniqué, Harry fait le calcul dans sa tête. Dumbledore parti, Hagrid parti, et maintenant McGonagall aussi. Il ne reste donc plus personne de l'ordre à qui se confier à Poudlard. La cloche sonne et Harry finit par être bousculé par la foule d'élèves qui passent. Remettant ses idées au clair,
il se remet à courir pour trouver Ron et Hermione. Alors là, c'est là qu'on évoquait ça dans l'introduction, ce trio de personnages qui tiennent l'école quand même à bout de bras, c'est-à-dire Dumbledore, Hagrid et Minerva McGonagall. J'ai même presque envie de dire surtout McGonagall, parce que Harry s'est jamais posé la question de son absence, parce qu'elle est toujours là, en fait, elle fait partie des murs. McGonagall, Dumbledore, des fois, il s'en va. Hagrid, il est pas toujours dispo, des fois, il part en vadrouille dans la forêt interdite. Mais McGonagall, elle est toujours là, toujours disponible. Et là, elle n'est pas là. Et du coup, c'est un bouleversement. Surtout que c'est une membre de l'ordre. Alors évidemment, il fait une petite erreur ici, parce que quand il fait le calcul de est-ce qu'il reste des membres de l'ordre, est-ce qu'il n'oublierait pas quelqu'un? Bah oui. Oui, mais On va le voir tout à l'heure. c'est le membre un peu particulier. Oui, je pardonne Harry de pas y C'est penser. un membre de confiance. Ouais, c'est ça. On va ajouter ça. Ouais, même là, j'ai dit membre de l'ordre, mais en fait, dans le chapitre, Harry il dit quelqu'un à qui se confier. Il y a plus personne à qui se confier à Poudlard, quoi. C'est là qu'on voit la toxicité d'Ombrage quand même, d'avoir réussi à se débarrasser à la fois du directeur, Dumbledore, de Hagrid, de McGonagall. Enfin, et c'est terrible, quoi, l'influence néfaste. Mais McGo, c'est un peu un coup de chance pour Ombrage. Oui, c'est Parce parce que qu'elle c'était pas prévu de ouais. la stupéfixer Non, ouais. 3 fois, quoi. Mais par contre, je pense que elle est ravie de ça, finalement. Par contre, là, j'ai une question qui me vient en tête. Porter plainte n'existe pas, il n'y a pas de gendarmerie sorcière. Non, mais vraiment, tu es agressé. Bah, McGonagall, elle s'est fait complètement agresser, ouais. Aucun sorcier ne porte plainte. Bah, Tu te fais attaquer, t'as pas demandé de duel ni rien. Tu te fais attaquer, t'es blessé, ou même sans être blessé, tu ne peux pas porter plainte. La justice sorcière ne permet pas d'obtenir réparation ou préjudice que tu as subi, soit moral, matériel. Non, mais c'est ce que je viens de penser, tu vois. Tu te rends compte, tu Ouais. finis à l'hôpital et tout, t'as rien demandé. Peut-être qu'en temps normal, oui, parce que c'est un peu le rôle du ministère. Il y a des aurores, pardon. Il y a une justice magique, même si elle donne vraiment pas envie. Mais là, par contre, le ministère, il est complètement corrompu à ce moment-là. Ils sont dans le déni du retour de Voldemort. Fudge, le ministre, il est en mode survie. Et en fait, c'est pour ça que la justice se met pas en place, quoi. Mais en vrai, oui. J'ai pas l'impression. T'as que les aurores, mais les aurores, c'est pour les cas quand même assez graves. Ouais. Mais pour les choses de tous les jours, la vie sorcière, elle est pas parfaite. Non, Les c'est clair. se tourne en fait. On va le voir dans la suite du chapitre, mais la preuve en est que Ombrage, elle a pas peur de la justice. Ouais, c'est ça. Puis en fait, tout est concentré au ministère. Et c'est ça aussi le Il n'y a pas de problème. décentralisation à la française. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Bah non, mais c'est vrai, il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est-à-dire que le ministre fait ce qu'il veut. T'as l'impression que c'est lui qui nomme un peu tout le monde au ministère. Et en fait, là, Fudge, il tire les ficelles partout. Et parmi ses sbires, il a Dolores Sombrage qui, elle, va encore au-delà de ce que lui demande Fudge. C'est une tarée absolue. Et du coup, on se retrouve dans dans ce système totalitaire où il n'y a aucune justice, où McGonagall peut se faire agresser, elle peut même être tuée dans son école, qu'il se passerait rien, je pense. Ouais, c'est terrible. Bon, finalement, c'est Hermione et Ron qui trouvent Harry avant lui. Tous deux ont l'air inquiets, mais Harry préfère les emmener dans une classe vide un peu plus loin pour leur expliquer ce qu'il a vu. Sa vision ne laisse aucune place au doute. Sirius est prisonnier de Voldemort au département des mystères, dans une salle remplie de boules de verre. Il le torture car seul Sirius peut lui donner quelque chose qui se trouve dans cette salle. Harry demande aux autres s'ils ont une idée de comment se rendre au ministère. Ron et Hermione sont dubitatifs, ce qui exaspère Harry. Sirius est en train d'être torturé à l'instant même, donc il faut agir vite. D'une voix craintive, Hermione demande à Harry comment Voldemort et Sirius pourraient se trouver au département des mystères en pleine heure de pointe, sachant qu'ils sont tous les deux les sorciers les plus recherchés du pays. Harry, il n'en sait rien, Voldemort a dû trouver un moyen d'emmener Sirius là-bas. Et puis, le département des mystères a toujours été vide quand il y allait. Hermione lui fait remarquer qu'il a seulement rêvé du lieu. Mais Harry rétorque que non, ce sont des vraies visions. Sinon, comment il aurait pu voir l'attaque sur Monsieur Weasley? Et sur ce point, Ron admet que Harry marque un point. Pour Hermione, ça reste quand même très louche, d'autant que Sirius est retenu au Square Grimoire. Ron se dit qu'il a peut-être voulu prendre l'air, mais Hermione ne voit toujours pas le rapport avec Voldemort et le fait qu'il ait besoin de Sirius pour faire quelque chose. Ron émet alors une théorie. La théorie est un peu bizarre de Ron, vous allez voir. Sans doute que le frère de Sirius, qui était mange-mort, lui a révélé un secret qui permet de se procurer la fameuse arme que Voldemort recherche. Et c'est pour ça que Voldemort a besoin de Sirius pour lui confier le secret.
Et Harry pense que oui, c'est une possibilité. Mais Hermione arrête les deux garçons. Leur histoire n'a aucun sens, tout comme le fait que Voldemort et Sirius soient actuellement au ministère. Et le fait est que, bon, là, elle cherche un peu ses mots. C'est un petit peu délicat ce qu'elle a envie de dire à Harry. Mais enfin, après un moment, elle se lance. Elle dit à Harry qu'il a un peu trop tendance à vouloir sauver les gens, non? Par exemple, dans le lac l'année dernière pour la seconde tâche, il s'est laissé un peu emporter de la même manière. Et là, ce reproche met Harry hors de lui. En voyant son regard noir, Hermione tente d'arrondir les angles, mais c'est trop tard. Harry lui rétorque, alors comme ça, elle pense qu'il perd son temps à jouer les héros, c'est ça. Hermione tente d'expliquer que Voldemort le connaît. Il a déjà emmené Ginny dans la chambre des secrets pour l'attirer. Et s'il faisait la même chose ici avec Sirius? Et si son rêve n'était qu'un rêve, cette fois? Harry rétorque que non, ce sont à chaque fois des visions. C'est d'ailleurs pour ça que Dumbledore voulait qu'il apprenne l'occlumencie. Et là, ils sont livrés à eux-mêmes, car plus personne de l'ordre n'est à Poudlard. Alors si elle veut rester ici, très bien. Mais lui, Harry, n'a pas l'intention de rester les bras croisés. D'ailleurs, quand il l'a sauvé des détraqueurs il y a 2 ans, ou quand il a sauvé Ginny justement, bizarrement, ils ne se sont pas trop plaints de sa tendance à vouloir sauver les gens. Bon, petite question ici que pose Hermione. Visiblement, elle touche un point sensible. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Est-ce que, selon vous, Harry a tendance à jouer les héros? Ou est-ce que Élise, c'est à toi pas si l'honneur. justifié que ça? Est-ce que vous êtes d'accord Euh, avec Hermione, quoi? Est-ce Oui, que bien sûr. Ouais, clairement. Moi, dans mes notes, j'avais écrit le syndrome du sauveur. Ouais. Après, je pense que ça fait vraiment intrinsèquement partie de lui parce que même quand, au tout début des livres, dans le premier, alors qu'il n'est pas encore tant attaché que ça, je veux dire, ça fait pas 7 ans qu'il connaît Ron et Hermione, il va tout de suite les défendre. Il a tout de suite ce sentiment d'injustice. Il aime pas quand Neville Londubat, Malfoy lui vole son rappel tout au cours de ballet dans le premier tome. Donc, moi, je pense qu'il a vraiment intrinsèquement ça en lui et que c'est grâce à ça qu'on en est là dans cette situation, dans ce chapitre en tout cas. C'est sa faiblesse et sa force à la fois. Ouais, 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 je suis assez d'accord. Hermione, en anglais, c'est son saving people thing. Mais après, c'est vrai que, par exemple, là, Hermione, elle donne l'exemple de la seconde tâche dans le tournoi. Oui, Harry, il a paniqué à ce moment-là parce qu'il a oublié finalement qu'il était dans un tournoi qui était quand même, cadré. Enfin bon, on peut se poser des questions, mais là, à ce moment-là, les prisonniers, ils risquaient rien. Enfin, les prisonniers, ceux qui étaient sous l'eau, les êtres chers ne risquaient rien. Il s'est un peu monté la tête. Mais, c'est sûr que c'est un trait de caractère de Harry, mais finalement, c'est pas toujours injustifié, quoi. C'est-à-dire qu'il tient juste aux gens qu'il aime et voilà. Bon, il a un petit côté super-héros, c'est vrai, mais Marina, tu es d'accord avec ça? Ah, c'est un trait de caractère particulier, à la base qui est noble. Ouais. Il a le syndrome du sauveur, certes, mais il fonce tête baissée. Il est là, je dois sauver, et en fait, il va écouter personne. Il fonce droit au but, peu importe les dangers, peu importe les pièges. Il réagit au quart de tour, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ça qui le met en danger le plus souvent. Il va pas être mesuré dans ses projets, dans son action, Dans son jugement. comme peut Ouais, l'être Hermione. ouais, il y a Sophie dans le chat qui nous dit, Harry, il vit pour ça, mais il a un sentiment d'impuissance par rapport à la famille qu'il a perdue. C'est vrai, il y a peut-être quelque chose qui vient de là, c'est-à-dire que il a été orphelin, ses parents ont été tués par, Voldemort. C'est quelque chose, dont il se sent évidemment impuissant. Il a jamais rien pu faire par rapport à ça et donc peut-être qu'il veut réparer le passé en essayant de sauver tout le monde qu'il peut sauver, des griffes de Voldemort, Ouais, mais quoi. finalement, en faisant ça, il a mis la vie d'autres personnes en danger aussi. C'est ça, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas un trait aussi Gryffondor? C'est Harry, c'est un 100 même 1000 Gryffondor, quoi. C'est-à-dire, on est dans l'action, faut agir. On réfléchira après. Mm. Harry est complètement là-dedans, c'est vrai. Hermione, surenchérit à ce moment-là. Il vient de le dire lui-même, Dumbledore voulait qu'il ferme son esprit de ce genre de vision. Et Sirius aussi, d'ailleurs, l'avait rappelé. Harry hurle qu'il est hors de question qu'il fasse comme si rien ne s'était passé. Puis, à ce moment-là, la porte de la salle s'ouvre. C'est Ginny et Luna qui font leur entrée, l'air interrogateur. Ginny explique qu'ils ont reconnu la douce voix de Harry et elle lui demande pourquoi il crie comme ça. Harry répond sèchement que ça ne la regarde pas. Ginny dit froidement que c'est pas la peine de lui parler comme ça. Luna, quant à elle, fait remarquer de sa voix rêveuse qu'il n'est pas très poli. J'adore Luna dans tout ce chapitre. Enfin, bon, c'est un de mes personnages préférés, donc voilà. Mais là, dans le chapitre, je l'adore absolument, surtout dans ce qui va suivre.
après, quoi. Mais d'ailleurs, on se demande, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Enfin, elles sont amies avec Ginny, donc je pense qu'elles traînaient toutes les deux ensemble et c'est une coïncidence. Mais elle va se retrouver embarquée finalement dans toute cette mission, tout comme Jenny, mais un petit peu par hasard, quoi. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer avec Luna après. Hermione, elle, réfléchit. Peut-être que Ginny et Luna peuvent leur être utiles après tout. La priorité, selon elle, c'est de vérifier que Sirius n'est pas au Square Grimoire. Et s'ils ont la preuve qu'il a quitté la maison, alors oui, Hermione promet de venir avec lui jusqu'au ministère afin de sauver Sirius. Mais avant, il faut s'assurer que ce n'est pas une ruse de la part de Voldemort. Et pour ce faire, il va falloir utiliser à nouveau la cheminée d'ombrage. C'est la seule solution. Et Ginny et Luna peuvent les aider à faire le guet. Ginny assure qu'ils peuvent compter sur elle, tandis que Luna demande s'ils font référence au chanteur Stubby Boardman en parlant de Sirius. Vous vous rappelez à quoi ça fait référence, ça? Stubby Boardman. Selon la Gazette, Sirius, ce serait une nouvelle identité de chanteur, c'est ça? Alors, c'est pas la Gazette, c'est le chicaneur. Oui, le chicaneur, Ouais, oui. ouais. Mais oui, c'est ça. En gros, c'est un article qui émet la théorie que Sirius Black serait en réalité le chanteur de variété Stubby Boardman sous une autre identité. Évidemment, Luna a l'air d'y croire. Harry accepte le plan, alors Hermione se met en action. Ron va éloigner Ombrage de son bureau en lui faisant croire que Peeves casse tout à l'autre bout du château. Hermione ne bronche même pas quand Ron suggère de demander à Peeves de le faire pour de vrai s'il le croise en chemin. Ça veut dire la gravité de la situation. Ginny et Luna ont pour mission de simuler la présence d'un gaz étrangleur dans le couloir du bureau pour éviter qu'un serpentard les surprenne en train d'entrer à l'intérieur. L'idée du gaz étrangleur est de Ginny qui explique que Fred et George avaient l'intention de le faire pour de vrai. Et enfin, elle et Harry s'introduiront dans le bureau pour utiliser la poudre de cheminette. Et Hermione fera le guet à l'intérieur même du bureau. Même si Harry pense toujours que c'est une perte de temps, voir Hermione monter tout un plan pour pénétrer illégalement dans le bureau d'ombrage l'impressionne. Et il donne donc son OK pour lancer l'opération. Alors, ce passage, ça me fait penser à tous ces récits, toutes ces fictions qui se passent dans le passé, ou en tout cas quelques dizaines d'années en arrière minimum, dans les années 2000, on va dire. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Pourquoi je dis ça? Non. Non, vous voyez pas? Bah, le truc, c'est que on s'est déjà fait cette réflexion dans Harry Potter, mais des fois, c'est pas plus mal pour l'histoire qu'ils aient pas de téléphone portable, qu'ils aient pas un équivalent Ah magique oui, de oui. s'envoyer des messages. Parce que là, en fait, tout l'intérêt de l'action, tout l'enjeu, c'est de s'assurer que Sirius n'est pas ou est bien au Square Oui. Grimoire. Et le truc, c'est que si tu transcris cette scène dans le monde actuel d'aujourd'hui, il y a pas de mystère. Enfin, je veux dire, il a un portable, tu lui envoies un WhatsApp et Ouais, enfin après les portables auraient été surveillés aussi. Peut-être ouais, qu'ils auraient eu des burners, je sais pas, peut-être, des burners, aux allées des employés, je sais pas. j'ai un attrait particulier pour, les histoires qui se passent, début 2000 ou avant ça. En fait, avant la technologie qui nous permet, de s'envoyer des messages, de s'appeler, de n'importe où, n'importe quand, de communiquer en direct à l'autre bout du monde. Parce que je trouve que, ne serait-ce que dans la fiction, ça a un peu tué quelque chose, quoi. Il y a beaucoup de personnages maintenant qui communiquent, par portable, par, Ouais, message en fait, par ouais, par portable messagerie, et ouais. maintenant ils intègrent en fait, la discussion, une sorte de transparence sur l'écran pour suivre la conversation des acteurs et des actrices. Ouais, ouais. C'est un peu particulier, je trouve. D'ailleurs, on le voit bien, dans pas mal de romans ou même de films, de séries. C'est-à-dire que, généralement, les auteurs sont obligés de créer des situations où il y a pas de réseau. Parce que s'il y a du réseau, c'est mort. C'est-à-dire que tu peux appeler les forces de l'ordre et cetera. Donc on est obligé de passer par des subterfuges comme ça maintenant. Et dans Harry Potter, on se pose pas la question parce qu'effectivement, ils ont visiblement pas moyen, même s'ils ont la magie, ils ont pas moyen de se contacter, vraiment en direct, quoi. C'est pas Mais plus mal. C'est un justement, peu tout le plaisir de la fantaisie. Alors moi, je dis de la fantaisie et c'est vrai qu'à chaque fois, les personnages, enfin, si on prend une fantaisie où typiquement il y a que des chevaux comme mode de transport, tu dois envoyer un messager avec un cheval. Il faut 3 mois pour que la personne elle ait ton message et quelquefois, mmh, même, il y a des auteurs qui skippent ces infos-là Mmh. pour pouvoir faire avancer l'histoire. À l'inverse, ça peut la ralentir aussi. Ouais. Parce que si pendant 3 mois, la personne elle attend ton message, des fois, ça dessert l'histoire. Mais je suis d'accord mmh. avec toi, Jérémy, sur le côté, c'est drôle de voir comment ils se débrouillent sans téléphone, Ouais. et les subterfuges dans les films de maintenant, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est un classique de la fantasy, plusieurs groupes de personnages qui ne peuvent pas communiquer entre eux, qui ne savent pas qui fait quoi. Je sais pas, Game of Thrones s'est construit sur cette idée, Le Seigneur des Anneaux pareil, enfin voilà. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose dans les récits qui se passent à notre époque, c'est plus trop possible quoi, ou alors, voilà. Tu vois, dans le livre là que j'ai commencé, que tu m'as conseillé, Mmh. Everson, tu vois, c'est intéressant parce que ça commence tout de suite comme ça. L'histoire se passe sur une presqu'île, Attends, est-ce que ça t'a plu le début, je suis Je assez captivé. tente, parce que je suis à fond dans les mystères d'Eversond, écrits par Victor Dixon, et je tente de convertir Jérémy, qui cherchait quelque chose à lire. Tu connais Elise? Oui, c'est l'auteur de Phobos, Oui. c'est Mmh. ça? Oui, donc moi j'ai lu Phobos pour le coup. Mais En tout cas, là, dans les mystères de Eversund, ça commence vraiment comme ça, parce que l'histoire se déroule sur une presqu'île au large de l'état du Rhode Island, sur la côte atlantique. Et en fait, c'est une route unique pour y accéder. Et une fois que tu es sur cette presqu'île, il n'y a plus aucun réseau et tu es baigné dans une espèce. Enfin, t'es un peu à la fin du 19e, etc. Et Alors que ça se alors, passe de nos alors jours. que ça se passe de nos jours. Et justement, voilà, souvent les auteurs et les autrices doivent recourir à ce genre de subterfuge pour installer leur histoire parce que sinon, ouais, la technologie, c'est compliqué, quoi. On nous disait dans le chat tout à l'heure, je voulais y revenir un petit peu plus tard, mais on peut en parler maintenant aussi. C'est Sophie là qui demandait la question des patronus. Ça, c'est vrai que ça a toujours été un peu un point d'interrogation parce que les sorciers, visiblement, ils peuvent envoyer des messages quasiment instantanés avec leur patronus. Là, la question, c'est de savoir est-ce que un Harry, un Ron ou une Hermione, à ce moment-là de l'histoire, ils seraient capables de produire cette magie ou pas. Je me suis déjà posé cette question parce qu'ils le font pas non plus dans les reliques de la mort. Ouais, on a plusieurs exemples de Madame Weasley l'utilise, par exemple, pour, assurer qu'Arthur est bien vivant à Sainte-Mangouste, Arthur pour, expliquer que tout le monde a bien survécu, dans la famille Weasley, Mais c'est pas un échange. c'est pas un échange, c'est un message, ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que mais là, le est-ce mieux, que dans c'est le que cas Sirius. de vouloir savoir si Sirius est à la maison de l'ordre, est-ce que le danger, c'est je sais pas, hein, est-ce que Mmh. c'est pas que comme ils sont moins de 17 ans, à cause de la trace, ils vont savoir qui a reçu le message? Alors pour moi, la trace, c'est pas un problème parce qu'ils sont à Poudlard. La trace, en fait, elle capte la magie qui est produite autour de toi, un peu comme, un traceur, une localisation WhatsApp, on va dire. C'est-à-dire que le ministère, il a ta localisation WhatsApp, il voit que tu as fait un sortilège, mais en fait, si le sortilège, il est lancé de Poudlard, ils ont rien Ouais, à te mais je reprocher. me demande comme ils surveillent un peu cette histoire avec Sirius, est-ce qu'ils serviraient pas de ça pour, c'était ma Ouais, théorie, ouais. mais Est-ce qu'on peut suivre? Est-ce que ça peut être tracé, quoi? Un ouais. Patronus jusqu'à sa destination, un peu comme un hibou? Ouais, voilà. Ouais, C'était ouais. ma théorie, mais elle tient pas forcément, mais Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, c'est une bonne question. Mais en tout cas, c'est pas abordé, quoi. Et puis, les hiboux, c'est bien, mais ça permet pas de contacter quelqu'un, rapidement. Enfin, là, même si on est, de l'Écosse jusqu'à Londres, visiblement, c'est pas un plan, valable, là, ici, quoi. Et enfin, juste, avant que je continue, bon, juste, j'en place une pour le Miroir Gate. Je vais pas être trop chiant parce que j'en ai parlé plein de fois, mais quand même, Harry, cette tête de linotte ici, là, il aurait tellement dû en parler à Hermione que Sirius lui a donné un objet pour, le contacter. Parce que en fait, si Hermione y pense pas, si elle fait tout un plan pour revenir dans le bureau d'ombrage, en tout cas pour Harry, et utiliser à nouveau la poudre de cheminette, c'est parce qu'elle ne sait pas que Sirius a donné cet objet à Harry parce que Harry n'en a parlé à personne. Voilà, donc moins 1000 auras pour Harry. On va pas y revenir, mais tout ce chapitre, c'est quand même quand toi, en tant que lecteur, tu te souviens de l'objet que Sirius lui a offert. C'était pas si loin, hein. C'était à Noël, hein. C'était pas si loin. Et bah t'es là en mode, mais Harry, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as pas déballé le truc? Sirius Oui, mais t'a il y en donné un. a plein lors de leur première lecture qui ont plus pensé au miroir. Moi, j'avais complètement zappé, je pense, hein. Ah, c'est vrai que le 5 est très riche. Bah oui, Mm. ouais, ouais. Moi, je me souviens plus. Tu l'oublies très vite. Mais je sais plus si à ma première lecture, j'étais frustré de ça. En tout cas, aujourd'hui, je le suis énormément, en relecture. Harry s'empresse d'aller chercher sa cape d'invisibilité dans la salle commune, en ignorant les invitations de Dean et Simus à les rejoindre pour fêter la fin des buses. Autre ambiance, hein, chez les autres. En quelques instants, il rejoint Hermione, Ron, Ginny et Luna dans le couloir du bureau d'ombrage. Le plan se met alors en marche. Ron et Ginny partent de leur côté, tandis qu'Hermione et Harry se cachent derrière une statue qui marmonne toute seule en latin. Puis Harry étend la cape d'invisibilité sur Hermione et lui-même. Ils entendent Ginny indiquer aux élèves que le couloir est fermé à cause d'un gaz étrangleur.
ce qui provoque quelques protestations parmi la foule. Quelqu'un fait remarquer qu'il ne voit pas de gaz, et Ginny réplique d'un ton exaspéré que c'est parce qu'il est incolore. Mais s'il veut passer, il peut le faire. Comme ça, une fois mort, son corps pourra dissuader le prochain imbécile qui voudrait faire la même chose. La stratégie de Ginny fonctionne, et petit à petit, le couloir se vide. Harry et Hermione se faufilent alors en direction du bureau d'ombrage sous la cape. En passant, Hermione indique discrètement à Ginny de chanter Weasley est notre roi comme signal si jamais quelqu'un approche. Très forte Ginny là. Elle est convaincante quand même. Et je me suis dit quand même, un gaz étrangleur, ça a l'air quand même assez dark comme truc, non? Enfin, est-ce que tu peux mourir d'un gaz étrangleur? T'as fait une recherche sur le Bah gaz étrangleur? non, mais je crois pas qu'on en reparle en fait de gaz étrangleur. Mais bon, est-ce que ça t'étrangle jusqu'à la mort? En tout cas, c'est ce que Ginny a l'air de supposer ici, quoi. Faisant s'évanouir toute personne se trouvant dans son champ d'action. Ah, donc c'est peut-être moi qui extrapole. Tu t'évanouis, mais tu meurs pas, quoi. En même temps, enfin, je sais pas, dans Ouais, la vraie vie, on peut-être, t'étrangle, ok. tu meurs, enfin, je sais pas. Donc, Ça dépend si on va jusqu'au bout ou pas. ouais, c'est ça. Ouais, c'est plutôt des évanouissements. Évanouissement. Bon, Ça ça. s'appelle en VO garrotting gaz. Ok. Garrotting gaz. Et garrotting, ça veut dire s'évanouir, c'est ça? Je sais pas du tout. Je connais pas ce mot. Non, Garrotting. c'est étranglé. Étranglé. Ah bah, Ah, ok, ok. bah oui, Ouais, bah, étrangleur, du ok. coup, c'est bon, c'est quand même le même sens, en fait. Hein. Mais je pense que ça arrange de faire croire aux autres qu'ils vont mourir dans le cas présent. C'est pour leur faire peur. Oui, clairement, c'est pour leur faire peur. Et en même temps, Ginny, tout à l'heure, et là, je pense qu'elle disait la vérité, elle disait que les jumeaux, ils comptaient faire cette blague avant de partir. Puis finalement, ils ont pas eu le temps. Mais si vraiment ça pouvait tuer des gens, ce serait pas une blague qu'ils envisageraient de faire. Bah non, Non. là ils auraient carrément vrillé, je pense. Ouais. C'est le principe d'un garrot, ça étrangle. Ouais, ok. Ok. Bon, on va partir du principe que sans doute, dans le monde de la magie, un gaz étrangleur, ça te fait évanouir. C'est temporaire. Vaut mieux. Harry utilise le couteau de Sirius pour ouvrir la porte comme la dernière fois. Parce qu'il pense au couteau, hein, mais pas au miroir. Tous deux sont accueillis par les chatons représentés dans des assiettes décoratives, mais à part ça, le bureau d'ombrage est calme. Hermione est rassurée de voir que la directrice n'a pas installé de nouveaux systèmes de sécurité après l'incident des nifleurs. Même si bon, on va le voir, peut-être que c'est pas le cas, on va voir. Hermione enlève la cape et se précipite vers la fenêtre pour surveiller le parc, et Harry, lui, se dirige vers la cheminée. Il lance une poignée de poudre de cheminette dans l'âtre, comme la dernière fois, il y insère sa tête, puis s'écrie « 12 square Grimoire !» Sa tête tourne dans tous les sens, mais ses genoux, eux, restent immobiles au sol. Harry ferme les yeux. Quand il les ouvre à nouveau, une fois la sensation étrange passée, la cuisine du Square Grimoire apparaît devant lui. La dernière fois, on l'avait dit aussi, mais ça doit être trop bizarre de sentir le bas de son corps immobile, les genoux au sol, mais que ta tête tourne dans tous les sens. Et puis t'es Ah t'es en danger. Oui. À la partie où t'es pas immergé, tu vois, c'est pas confort. Ouais, ça doit être très étrange comme sensation. Mais en même temps, on va le voir, mais quand Ombrage va saisir Harry, en fait, il va passer vraiment d'un lieu à l'autre sans dommage, quoi. C'est peut-être pas si dangereux que ça. Je sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est un jarbotron, ce truc. Hein. La pièce est vide, ce qui amplifie la terreur qu'il ressent en lui. Harry crie le nom de Sirius à plusieurs reprises, mais personne ne répond. Sauf Créature, qui fait bientôt son arrivée. L'elfe n'a pas l'air surpris de voir Harry dans la cheminée. Au contraire, il semble plutôt ravi. Pourtant, il porte des bandages aux mains qui indiquent qu'il s'est gravement blessé. Harry demande à Créature où se trouve Sirius, et l'elfe répond que le maître est sorti. Paniqué, Harry lui demande où ça, mais Créature se contente de rire. Puis, après avoir précisé qu'il est seul dans la maison, il s'en va pour bavarder avec sa maîtresse, car maintenant le maître ne peut plus l'empêcher. Désespéré, Harry crie pour demander où est parti Sirius. Est-ce qu'il est allé au département des mystères ? Et à cette question, l'elfe se fige sur place. Il répond que le maître ne dit pas aux pauvres créatures où il se rend. Avant d'ajouter que le maître ne reviendra pas du département des mystères, c'est certain. Puis Créature quitte la cuisine d'un pas pressé.
Harry n'a pas le temps d'insulter l'elfe qu'elle est déjà tirée en arrière par les cheveux en respirant une bouffée de cendres. Ah là, ça doit être suffocant, c'est horrible. La cuisine du square Grimore laisse brutalement place à une vision d'horreur. De retour dans le bureau, c'est Ombrage qui lui tire violemment la tête en arrière. Elle lui murmure à l'oreille qu'il croyait vraiment qu'elle allait laisser son bureau sans protection après l'intrusion des Niffleurs. Ombrage fouille dans les poches d'Harry et récupère sa baguette magique. En entendant l'agitation derrière lui, il suppose que quelqu'un d'autre a saisi celle d'Hermione. En tenant toujours Harry par les cheveux d'une main ferme, Ombrage lui demande ce qu'il fait ici. Harry répond qu'il voulait récupérer son éclair de cheveux, son éclair de feu, mais Ombrage le traite de menteur en lui secouant la tête. Il était dans sa cheminée, donc il parlait à quelqu'un. Puis, elle le projette en avant et Harry heurte violemment le bureau. Une fois le choc encaissé, Harry parvient à voir ce qu'il se passe autour de lui. Hermione est plaquée au mur par Millicent Bulstrode et Drago est accoudé à la fenêtre d'un air narquois. À ce moment, des Serpentards pénètrent à leur tour dans le bureau en tenant de force Ron, Ginny, Luna, mais aussi Neville. Tous les 4 sont bâillonnés. Warrington annonce à Ombrage qu'ils les ont tous capturés en expliquant que Neville est venu défendre Ginny, donc ils l'ont embarqué lui aussi. Ombrage a l'air ravi, se réjouissant que Poudlard sera bientôt libéré des Weasley définitivement. Elle s'assoit alors dans son fauteuil en contemplant les prisonniers. Après un moment, elle s'adresse à Harry en disant qu'elle sait qu'il a utilisé Ginny et Luna comme guetteuses, tandis que ce bouffon, en désignant Ron, avait pour mission de lui raconter que Peeves faisait n'importe quoi au département de métamorphose, alors qu'elle savait très bien qu'il était en réalité dans la classe d'astronomie, comme Rusard venait de l'informer. Donc, il était visiblement très important pour lui, pour Harry, de contacter quelqu'un par la cheminée. Qui donc ? Dumbledore ? Hagrid ? Sûrement pas McGonagall en tout cas, car aux dernières nouvelles, elle n'est toujours pas en état de parler. Cette remarque fait rire les membres de la brigade inquisitoriale, ce qui accroît encore plus la rage et la haine d'Harry. Ce dernier rétorque à Ombrage qu'il ne lui dira jamais avec qui il parlait. On peut s'arrêter 2 secondes. Alors là, on n'est pas au pire de ce que va faire Ombrage dans le chapitre. Enfin, déjà, elle a saisi Harry par les cheveux, elle lui a tiré la tête en arrière, Elle l'a projeté. elle l'a projeté contre le bureau. Du coup, ce qui s'était passé dans le bureau de Dumbledore avec Marietta, vous savez, quand elle a secoué les lèvres et puis Dumbledore, tout de suite, il s'est interposé, c'était qu'un avant-goût, en fait. Ouais. Et je crois que même là, c'est encore un avant-goût de ce qu'elle pourrait réellement Oui. faire. Là, on n'est pas au pire. Voilà. Mais c'est un truc de fou. Et puis, le fait qu'elle appelle Ron un bouffon, tu vois, enfin, elle a pas de problème non plus à insulter les élèves. Enfin, Et pourquoi les Weasley, qu'elle sera débarrassée des Weasley, c'est parce que les jumeaux l'ont oui, vexée avec leur spectacle ? c'est pas représailles, quoi. On va débarrasser toute la famille pour leur faire payer de l'humiliation, voilà, que lui ont fait subir les jumeaux. Et moi, je me souviens, là, pour le coup, je me souviens pas à propos du cadeau de Sirius, est-ce que j'étais frustré par rapport à ça. Par contre, j'ai un souvenir prégnant de ma haine contre Ombrage à ce moment-là, surtout quand elle évoque McGonagall, quand elle dit « Ah bah, je pense pas que vous contactiez McGonagall parce qu'apparemment, elle est même pas en état de parler. » Et tu vois, t'es là, en tant que lecteur, en plus, t'as le même âge, t'as 15 ans, t'as 15-16 ans, et t'as une bouffée d'injustice, de rage qui monte en toi. Et c'est peut-être dans cette scène-là que Ombrage devient vraiment le personnage le plus détesté de la saga, je pense. Parce que tu vois qu'elle a vraiment aucun cœur, qu'elle est prête à tout, qu'elle est cruelle, et puis qu'elle a zéro empathie, quoi. Ça, je m'en souviens encore de ma première lecture. Après, JMC Magic Science dit que le personnage est très bien écrit. On adore la détester. Oui, bah, On sait qu'il est très bien écrit, le personnage, pour la détester à ce point. ouais. C'est un truc qu'on avait déjà abordé quand elle rentre dans la cabane de Hagrid la première fois. Après le retour de Hagrid, elle a un geste contre Croque-Dur. Tu sais, il y a un truc où, dès lors que tu t'attaques aux animaux, il y a un truc dans la fiction, c'est genre, on s'attaque jamais aux animaux. Et forcément, ce personnage est ultra mauvais. Et là, j'ai l'impression aussi, dans le lore du monde magique, on s'attaque pas à McGonagall. Il y a un truc, c'est genre, pourquoi t'attaquer à McGonagall ? Qu'est-ce que tu lui reproches ?
En plus, toi qui veux l'ordre, qui veut que Poudlard soit une école irréprochable, McGonagall tient ce rôle, en fait. C'est elle qui, vraiment tient l'école, avec Dumbledore et tout. Et donc tu t'attaques pas à elle. Et là, le fait qu'elle se moque du fait qu'elle est presque morte, qu'elle l'a presque tuée avec ses aurores-là, c'est terrible. Mais je trouve que tout le génie de ce livre, c'est que l'escalade de la violence, elle se fait lentement mais sûrement. Mm. Ouais. Et on en arrive là avec tous les petits gestes de violence et de répression qu'Ombrage met avant. Et c'est juste du génie, quoi. L'escalade, elle est sur une pente lente, mais qui nous mène là, maintenant, quoi. Oui, c'est ça, c'est que quand elle secouait Marietta, il y avait un truc en mode: «Oh là là, elle a pété les plombs!» Et en fait, non, non, non. En fait, dès le départ, Elle est comme ça. elle est comme ça, elle peut faire bien pire et Mm. c'est juste qu'elle s'est pas retenue à ce moment-là, elle a enlevé ses filtres, mais en fait, derrière les filtres, depuis le départ, c'est quelqu'un de vraiment horrible qui est prêt à tout. Ombrage explique d'un air doucereux que si c'est comme ça, alors il lui suffit de le forcer à parler. Puis elle demande à Drago d'aller chercher le professeur Rogue. Au moment où Malfoy sort du bureau en ricanant, le sang de Harry se glace quand il réalise quelque chose. Il restait bien un membre de l'Ordre du Phénix à Poudlard. Rogue. Mais pas de confiance. Après un silence pesant, Drago fait son retour dans le bureau accompagné du professeur Rogue. Sans prêter plus attention que ça à la scène devant lui, il demande à la directrice si elle souhaitait le voir. Ombrage répond que oui, elle voudrait un autre flacon de Verita Sérum le plus rapidement possible. Mais Rogue répond qu'elle a pris son dernier flacon pour interroger Harry. Il en reste certainement, vu que 3 gouttes suffisent comme il lui avait indiqué. Ombrage rougit légèrement et répond de sa voix de petite fille capricieuse qu'il peut bien lui en préparer à nouveau. Le maître des potions affirme que oui, c'est tout à fait possible, mais comme la potion doit mûrir pendant un cycle complet de la lune, elle ne sera pas prête avant 1 mois environ. Ombrage est hors d'elle. 1 mois, mais c'est impossible. Elle en a besoin maintenant pour interroger Harry qu'elle vient de surprendre en train d'utiliser sa cheminée. Rogue montre cette fois un vague intérêt à ce qu'il se passe dans le bureau en jetant un regard à Harry. Il explique qu'il n'est pas très étonné vu que Potter s'est toujours amusé à enfreindre le règlement de l'école. Mais Ombrage n'en a que faire. Elle veut du Veritaserum. Tout de suite. Rogue se retourne à nouveau vers elle en lui répétant que c'est impossible. Il a bien sûr de quoi empoisonner Harry, mais ça serait pas vraiment utile pour le faire parler. Harry observe intensément Rogue en essayant de lui communiquer par la pensée que Voldemort détient Sirius au département des mystères. Mais cela n'a l'air de ne faire aucun effet. Contrarié, Ombrage indique la sortie à Rogue en lui hurlant qu'il est mis à l'épreuve. Les sourcils levés, Rogue se contente de s'incliner, puis il se tourne vers la porte. Harry, qui voit sa dernière chance disparaître, tente le tout pour le tout. Il crie: il a pris Patmol, il a emmené Patmol là où la chose est cachée. La main sur la poignée, Rogue s'immobilise. Ombrage regarde tour à tour le professeur Rogue et Harry. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? L'air insondable, Rogue répond qu'il n'en a aucune idée. Il aurait donné à Harry une potion de babillage s'il voulait l'entendre crier des paroles sans queue ni tête. Puis, avant de quitter le bureau, il demande à Crabbe de desserrer sa prise sur le long du bas. S'il meurt étouffé, il faudra remplir tout un tas de paperasses et ça restera inscrit dans son casier. En voyant Rogue claquer la porte, Harry voit son dernier espoir disparaître. Je sais pas vous, mais pourtant je porte pas Rogue dans mon cœur, mais j'avoue que dans cette scène, il a un petit flow. Je sais pas ce que C'est-à-dire, bah, en fait, déjà ce qui me plaît, c'est le côté où il y a un capharnaüm pas possible, c'est le carnage dans ce bureau et il rentre comme si rien ne se passait. oui, il fait pas attention à ce qui se passe autour de lui. Il a une espèce de flegme très british à ce moment-là. Flegme ou c'est Enfin, de non, flegme. l'égoïsme ou Ouais. du je m'en foutisme? Oui, c'est du singe foutisme total. Et je sais pas, moi il me plaît plutôt bien dans cette scène. Ellie, je sais pas c'est quoi ton rapport à Rogue, mais là pour le coup, moi je l'aime bien dans cette scène. Moi, j'ai commencé à l'aimer tardivement, en voyant les analyses qui sont faites sur lui. Ouais. Et là, j'avoue que dans cette scène, je me suis posé la question en relisant le chapitre de est-ce que s'il avait du Veritaserum, est-ce qu'il l'aurait donné à Ombrage? Mmh. Et là, je me Bah, suis posé la question. je pense pas, sachant que la première fois qu'elle lui a demandé, en fait, il lui en a donné du faux.
Donc ça, on va Ouais, l'apprendre plus tard que c'était pas du vrai Veritaserum. Donc je pense qu'il aurait fait la même chose. Euh, oui. C'est ce Veritaserum qu'il parle quand il dit que normalement il reste quelques gouttes de celui qu'il lui a donné pour interroger Harry. ouais, Oui. c'est Mais ça. c'était à quelle occasion? J'ai pas de mémoire là, je me rappelle plus. Bah, il y a un moment, en fait, Ombrage, c'est juste après le départ de Dumbledore. Elle a convoqué Harry dans le bureau, tu sais. Elle lui sert un thé, elle insiste pour lui servir un thé. Et Harry, il est Mmh. là en mode, ouais, bah, en fait, elle est en train d'essayer de. Il sait pas ce qu'il y a, mais il sait qu'il faut pas boire. Et donc, le truc, c'est qu'il boit pas. Et puis, même, on va apprendre plus tard que c'était pas du vrai Veritaserum. Elle lui demandait où est Dumbledore, où est Et Sirius en fait, Black. heureusement qu'il a pas bu parce que s'il lui reste pas de gouttes, ça veut dire qu'elle aurait pu le tuer. Bah ouais, c'est ça, le truc, c'est que visiblement, elle a surdosé de fou. Oui. Mais je sais pas, est-ce que ça aurait pu avoir des conséquences? Ouais, je sais pas trop. Bon, dans tous les cas, il n'en a pas bu, c'est pas plus mal, quoi. Mais oui, j'avoue, en fait, ici, Rogue, j'aime bien son côté, ouais, comme tu disais, Marina, le je m'en foutisme absolu, quoi. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Et après, effectivement, sur la question de savoir est-ce que c'est une grosse bourde de la part de Harry, moi, comme je le disais, j'ai plus tendance à lui pardonner d'avoir oublié Rogue, comme quoi il était toujours à Poudlard, parce que clairement, c'est pas une personne de confiance Bah pour non. lui. Et il Beaucoup déteste Sirius. Ouais, c'est ça. Par contre, je lui pardonne beaucoup moins, d'avoir oublié, le cadeau, mais bon, c'est comme ça. Et la preuve, c'est que Ron et Hermione, non plus, n'y pensent pas à Severus Rogue. C'est-à-dire que Hermione aurait très bien pu, dans son plan, ça aurait pu titiller, tu vois? Elle aurait pu dire: «Bah, il y a Severus Rogue, en fait. Severus, professeur Rogue, il est, membre de l'ordre» et elle-même, ça lui vient pas à l'esprit parce que tellement que, je sais pas, il inspire pas la sécurité, en tout cas. Moi, je pense qu'à ce niveau de chapitre, enfin, à ce tome-là, Rogue fait pas encore partie des gens de confiance, comme l'a dit Marina, Mmh. mais pour eux, ils ont un gros doute sur son honnêteté et sa sincérité à être dans l'ordre. Et c'est pour ça peut-être qu'il leur vient pas à l'esprit. Et puis Rogue continue d'être méchant avec Harry à l'école. Donc je pense que instinctivement, ils ont pas du tout. Je pense que pour eux, il fait pas vraiment partie de l'ordre en mettant des Mmh. guillemets. Ouais. Du coup, c'est intéressant ce qui se passe vraiment, dramatiquement ici. Le fait que Harry appelle Rogue à l'aide. Je crois que c'est la première fois qu'il Mmh fait mh. ça. Je trouve que c'est fort ce qui se passe avec ce message caché. Et pour Rogue, moi, ça va même plus loin. Alors, je sais que c'est totalement faux, mais ce que je ressens, c'est que il fait partie de l'ordre pour réparer ses fautes, pour expier ses fautes par rapport à Lily et d'avoir mené à la mort Lily. Et pour moi, ça n'en fait pas un véritable membre de l'ordre. Parce qu'en fait, il partage pas la volonté commune de faire tomber les mauvaises valeurs que Voldemort veut apporter en ayant le pouvoir. Mmh. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une vendetta contre Voldemort, c'est quelque chose de personnel. Il est pas là pour les bonnes raisons. Il est là pour expier ses péchés, en quelque sorte. Ah oui, clairement. Ouais, Il est pas pour le bien commun, pour vraiment faire tomber Lord Voldemort. Non, c'est vraiment pour expier ses péchés. Se racheter Mmh. auprès de Dumbledore Mmh. en honorant sa promesse et ouais, effectivement, puis faire tomber Voldemort parce que Voldemort a tué l'amour de sa vie. Mmh. Mais Donc imagine, Voldemort tombe. Mais seulement très vite, il y a un de ses sbires qui reprend le relais. mmh, mmh, mmh. Limite encore pire. Et Rogue serait vivant et se serait cassé. Il aurait dit: «Ciao les gars, moi je vais faire ma vie ailleurs. C'est bon, j'ai eu ma vengeance, ciao». Bah, peut-être, moi je suis assez d'accord avec ça. Parce qu'il y a un truc que Dumbledore a jamais réussi à faire vis-à-vis de Rogue, c'est de lui faire comprendre que l'amour qu'il a ressenti pour Lily est en fait une des plus belles choses en lui. Et ça, Rogue, il l'a jamais compris. Il a jamais fait ce step en fait. Oui, il est dans l'ordre, je suis d'accord avec toi, parce que, il doit expier ses péchés, mais pas parce qu'il a changé. Je suis pas sûr qu'il ait changé. Non, parce Hem, qu'il aurait pas ce comportement avec ouais, Harry, avec les autres. voilà, c'est ça son comportement avec Avec Harry, Sirius, avec Sirius, ouais, avec, en ouais, fait, il est là que pour, finalement, faire amende honorable uniquement pour Lily, pour personne c'est d'autre. ça. Pas pour même l'enfant de Lily qui, à cause de lui, n'a jamais connu sa mère et son père. Parce qu'il aurait pu aussi avoir de l'affect pour Harry parce que à cause de lui, tu n'as pas connu tes parents. Et en fait, il est tellement égocentré qu'il s'en est arrêté à Lily. Ouais, ouais. Et la preuve, c'est que même si Rogue, il a sauvé la vie de Harry déjà plusieurs fois, là, dans le 5, et ben malgré ça, Harry le considère pas comme une personne de confiance, au Ah oui, contraire. Ouais, ouais. C'est l'image qu'il reflète en Harry et c'est terrible. Il y a un monde où quand même il aurait pu, changer. Mais de toute façon, on le voit, hein, les personnages changent jamais vraiment, hein. Parce que, tu vois, on parle de Sirius, ça reste, cet ado,
Sa vie s'est mise en pause pendant toute son incarcération à Azkaban, mais une fois qu'il revient, comme paria, on voit que c'est le Sirius adolescent, comme si il venait de sortir de Poudlard, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Mais parfois, l'écriture de la mort d'un personnage, la fin de son arc, c'est la mort. Parfois, c'est la meilleure fin pour lui, en fait. Ah oui, oui. Rogue ne pouvait pas survivre. C'est pas possible. Il pouvait pas survivre à la fin. On va peut-être se mettre à dos des gens qui auraient aimé un autre destin pour Rogue, mais je suis convaincu de ça. Je viens de regarder une série aussi où l'un des personnages, finalement, la fin de son arc, c'est sa mort, et c'est sa délivrance. Et tant mieux, parce que ça n'aurait pas été une bonne personne. Je sais de quelle série c'est. On Bah va pas oui. le dire. On va pas le dire pour Bah non. no spoil. Non, non, j'ai rien dit. C'est toi qui. Non, Charles. mais Moi, je suis ouais. d'accord sur la fin de Rogue, sur sa mort. Elle est d'autant plus touchante parce qu'on a commencé à s'attacher au personnage en plus. Enfin, au début, tout le monde le déteste dans le sens parce qu'il embête Harry et tout. Mais après, vers la fin du set, il y en a qui commencent à s'attacher. Il meurt de manière un peu, en plus, je mets des guillemets, assez théâtralement. Enfin, c'est assez fort comme mort quand même. Et le dernier souvenir qu'il délivre à Harry dans une fiole, pépite, quoi. Parce que finalement, Voldemort est mort. Il a eu sa vengeance. Et après, quelle vie aurait eu Rogue, finalement? Oui, aucune. Bah, toujours pas enseignant des forces du mal, du coup. Je J'aurais pense toujours pas le poste. Et la mort de Voldemort n'aurait pas enlevé finalement le fardeau de sa culpabilité. C'est ce qui se racontait. C'était son objectif à tenir pour penser à autre chose. Mais c'est pas parce que Voldemort est mort que ça fait disparaître la culpabilité. Ouais. Donc il valait mieux qu'il décède. Ouais, dans son arc narratif, je vois pas d'autre issue Ah ouais. à sa mort, qui est en plus magnifique, dans les reliques de la mort. C'était la meilleure fin pour lui. Et puis, Rogue, il me fait un peu penser à, finalement, la pierre de résurrection. Vous savez, pour les reliques de la mort, là, je suis en pleine écoute du tome 7, c'est pour ça que peut-être ça m'évoque ça. La pierre, on l'utilise, et puis en fait, les êtres qui nous ont quittés, quand ils reviennent pas vraiment. Enfin, c'est une espèce d'empreinte derrière un voile. Il y a quelque chose quand même qui nous sépare, voilà, de ces êtres qui sont morts. Bah, Severus Rogue, c'est un peu ça, quoi. Il est plus dans le présent. Depuis la mort de Lily, il vit dans le passé. Et en fait, un personnage comme ça n'a pas d'avenir. Ah C'est-à-dire que oui. s'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'avenir. Il a jamais su vivre normalement, entre guillemets. Mhm. En voyant Rogue claquer la porte, Harry voit son dernier espoir disparaître. Visiblement, c'est la même chose du côté d'Ombrage. Cette dernière se lève et sort sa baguette magique en réfléchissant à voix haute. Elle n'a plus d'autre choix, c'est sûr, ça dépasse la discipline scolaire, c'est même une question de sécurité pour le ministère. Fudge comprendra, c'est certain. Pour faire parler Harry, un petit sortilège Doloris devrait en effet fonctionner. Hermione s'écrie que non, c'est illégal. Mais Ombrage ne prête pas attention à elle. La baguette levée, son visage exprime une férocité qu'Harry ne lui avait jamais vue. Comme si elle parlait pour elle-même, Ombrage dit que ce que Cornelius ignore ne peut pas lui porter tort. Le ministre n'a d'ailleurs jamais su que c'était elle qui a donné l'ordre aux détraqueurs d'attaquer Harry l'année dernière. Mais il a finalement été ravi d'avoir une occasion de le renvoyer. Harry est choqué. C'était elle. Ombrage murmure d'un air mauvais qu'il fallait que quelqu'un agisse. Tout le monde au ministère voulait discréditer le célèbre Harry Potter, mais elle seule a vraiment agi pour que ça arrive. Alors oui, il s'est tiré d'affaire cette fois-là, mais aujourd'hui, il ne s'en sortira pas. Ombrage pointe sa baguette sur Harry, et tandis qu'elle commence à prononcer le sortilège en dolo, Hermione hurle qu'elle va tout dire. Harry proteste, mais Hermione insiste. Ça ne sert plus à rien, mieux vaut tout avouer maintenant. Puis Hermione s'effondre en larmes contre la robe de Millicent Bulstrode qui la tenait en otage. La Serpentard lâche son étreinte et s'écarte d'un air dégoûté. J'ai noté un truc. Ombrage avoue devant tout le monde à propos des détraqueurs. Un peu bizarre, non? Pourquoi? Elle pourrait le faire en face à face avec Harry. Bah, Parce s'en que, fout, c'est que des gamins à côté d'elle. ouais, il y a quand même pas mal de témoins, quoi. Bah, des gamins. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, Pour elle, c'est des gamins, il y a ses petits soldats et il y a ses ennemis, quoi. Donc, oui, puis ça serait leur parole contre la sienne. Enfin, quand même, elle se sent suffisamment en confiance pour avouer un truc qui pourrait l'emmener à Azkaban devant tout un tas d'élèves au calme, comme ça. Elle a tellement un sentiment de puissance, vu Oui. qu'elle a pris le contrôle de Poudlard, qu'elle se sent absolument tout
permise, qu'elle se sent intouchable. Là, ça. Bah, ça te fait pas penser à un personnage qui existe réellement, hein, Oui, oui, c'est ça. Non, et oui, qui d'ailleurs est intouchable, oui, oui, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est la marque d'une bonne de, folie. ouais, de la folie et puis que la situation est alarmante, quoi. C'est-à-dire que pour qu'elle arrive à être dans un sentiment de puissance tel qu'elle avoue ça devant plein de témoins, Non ça mais en dit long. là, je l'imagine vraiment avec les yeux injectés de sang et Ouais. là, elle laisse sa folie, en fait, parler. J'ai Ouais, il y a l'impression. plus de filtre là Il y a pour le plus coup. de filtre. Ouais, ce fil de petite fille là, ce Mmh mh. personnage dans lequel elle se fond, il n'existe plus ici. Ça me fait penser à la conversation qu'on a eue tout à l'heure. Genre, la justice ne fait pas peur. Non. Mmh. Alors elle est corrompue de ouf et de toute façon, elle est dans les hautes sphères de la justice, mais elle a même pas peur que d'être punie un jour pour ce qu'elle a fait, Elle est intouchable parce que pour le moment, La justice, c'est personne elle. n'a Ouais. tenté de l'arrêter, en fait. La République, c'est moi. Elle est en mode comme ça là. Elle aurait fait une super dictatrice d'un pays. Ouais, ouais, ouais. Ombrage a un air triomphant. Mademoiselle Je sais tout a donc des réponses à apporter. C'est intéressant. Ron, qui suffoque, tente d'interpeller Hermione et Ginny et la regarde d'un air de défi. Seul Harry a remarqué quelque chose de bizarre. Aucune larme ne coule des yeux d'Hermione, qui pleure toujours dans ses mains. Ombrage projette Hermione dans son fauteuil et lui demande avec qui Harry était en train de communiquer. Entre deux sanglots, Hermione répond qu'il essayait de parler au professeur Dumbledore. Ron et Ginny ouvrent grand leurs yeux, et même Luna a l'air étonnée, alors que jusque-là, elle regardait de manière distraite par la fenêtre. Luna, je t'adore. Le chaos derrière, et elle regarde par la fenêtre. Oui, elle est là. Enfin, il y a même des passages où on a sauté, mais elle est là. Enfin, tout le monde est un peu suffoque et au bout de sa life et tout. Et elle est là, elle se demande un peu ce qu'elle fait ici. Limite, elle trouve ça intéressant. Ombrage demande s'ils savent donc où se trouve Dumbledore, mais Hermione répond que non. Ils ont essayé de le joindre au chaudron baveur, aux 3 balais et à la tête de sanglier, mais sans succès. Ombrage, l'air déçu, insulte Hermione de petite idiote. Évidemment que Dumbledore n'est pas tranquillement installé à un pub alors que tout le ministère est à sa recherche. Hermione explique qu'ils avaient quelque chose de très important à lui dire maintenant que c'est prêt. Ombrage secoue Hermione et lui demande qu'est-ce qui est prêt. Et Hermione répond que c'est l'arme. L'arme est prête. Ombrage est comme démente. Alors comme ça, ils ont préparé une arme contre le ministère et sous les ordres de Dumbledore, c'est bien ça. Hermione confirme, mais comme Dumbledore est parti avant qu'ils aient terminé, maintenant ils n'arrivent pas à le retrouver pour lui dire que c'est fait. Ombrage demande de quelle arme il s'agit, mais Hermione répond qu'elle ne sait pas. Ils se sont simplement contentés d'obéir aux ordres. Ombrage se redresse, puis après un moment, elle ordonne à Hermione de lui montrer cette arme. Hermione dit qu'elle ne veut pas leur montrer à eux, en désignant les Serpentards. Ombrage réplique que ce n'est pas à elle de fixer les conditions. Et Hermione répond n'ont qu'à tous venir. Même l'école tout entière, comme ça, n'importe qui pourra utiliser l'arme contre elle pour lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Ombrage se fige et observe les membres de sa brigade. Puis au bout d'un moment, elle se penche vers Hermione en disant d'un ton maternel que c'est d'accord, elle et Potter, vous l'emmenez voir cette fameuse arme. Drago s'interpose en disant que la brigade aimerait assurer sa sécurité. Mais Ombrage répond d'un ton sec qu'elle est parfaitement capable de se débrouiller face à 2 adolescents désarmés. Leur mission pour le moment est de s'assurer que les élèves captifs restent bien enfermés dans son bureau jusqu'à son retour. Drago hoche la tête, visiblement déçu. Puis Ombrage pointe sa baguette sur Hermione et Harry en leur demandant de lui montrer le chemin immédiatement. Eh ben, fin de chapitre, chapitre 32. Merci Marina pour cette conclusion et merci, désolé, Élise. Élise, pardon, Élise, pour nous avoir accompagnés. Court chapitre, Mais intense.
je Ouais, trouve. ouais. C'est vrai que il est un peu moins dense, mais de toute façon, j'ai l'impression que le final du 5 est très découpé par petits morceaux d'action. Et ça fait monter la pression, en fait, petit à petit, ça Ouais. fonctionne bien. Ouais. Donc, parce que j'ai été étonné, par exemple, de voir que le prochain chapitre s'appellera Lutte et fugue. En fait, dans ce, chapitre, finalement, ça reste, le moment où, les héros vont aller au ministère, mais, voilà, une fois que ça commencera au ministère, ça a encore un autre chapitre. Ah voilà, on a une fin, très découpée, mais un comme le 4 aussi. Donc voilà, ça Le 4, c'est c'est un petit plutôt peu par pareil. les épreuves. Ouais, c'est ça. Puis tu Mmh. sais, l'action au cimetière n'est pas qu'un seul chapitre, c'est découpé en plusieurs chapitres, quoi. Donc voilà, là, ça va être la même chose. Va falloir être un peu patient pour arriver jusqu'au terme de ce long tome 5 et qui nous anime depuis si longtemps, à la fréquence. Et bien, même si c'était un chapitre, court, quoique dense, copieux quoique digeste évidemment, rien ne nous empêche de choisir le meilleur personnage, celui-là qui nous a Je le pense qu'on va avoir le même, plus non? marqué. Et ben, Élise, quel est le tien si tu devais retenir un personnage? Je vais tricher dans ma réponse parce qu'au début, j'avais envie de dire Hermione pour le génie de Mmh, fin mmh mh. d'inventer un mensonge d'un coup, enfin, genre sous pression, Ouais. tenu par des Serpentards, enfin voilà. Mais j'adore la réplique de Rogue qu'on n'a pas citée tout à l'heure, Ah! quand il précise qu'il pourrait donner du poison à Harry. Mmh. Il nous sort quand même la phrase, je cite, à moins que vous ne souhaitiez empoisonner Potter, et je puis vous assurer qu'une telle tentative m'inspirerait la plus grande sympathie, il est impossible de vous aider. Fermez les guillemets. Mmh. Le gars, là, sans pression, qui serait super content qu'on empoisonne Harry, et cette punchline, je la trouve trop drôle. En relisant le chapitre, j'ai ri seule. Donc j'avais choisi Rogue pour ses petites punchlines et son attitude dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Non, mais bizarrement, je suis d'accord. J'ai pas noté Rogue, mais j'aurais pu franchement parce que pourtant, vous savez, hein, ce personnage, il me sort par les trous de nez, mais je le trouve absolument brillant dans ce passage. Il a un côté passif-agressif, ultra savoureux. Oui, puis il arrive à contenir aussi sa haine contre Ombrage quand Oui, elle le dit que vous êtes mise à l'épreuve. je pense, vous savez, Rogue, il aime le contrôle et c'est ce qu'il reproche à Harry. Justement, Harry, comme on l'a dit, c'est un sanguin, l'occlumencie, il n'y arrive pas. Contrôler ses émotions, c'est impossible pour Harry. Alors que lui, justement, Rogue, il fait l'éloge du contrôle de soi-même. C'est-à-dire que quand on est maître de soi-même, quand on est maître de ses émotions, quand on sait cacher ce qu'on a envie de dissimuler, eh ben, c'est là où on devient puissant. C'est-à-dire que Rogue, il a une vision de la puissance magique, de cette manière. Et je pense que Ombrage, pareillement à Harry, en fait, Ombrage lui sort par les trous de nez parce que elle représente tout ce qu'il déteste aussi, parce que Ombrage, elle sort de ses gonds, elle a aucun contrôle, et cetera. Et lui, il sait très bien qu'en tant qu'Occlumens brillant, en fait, Ombrage, elle peut rien lui faire, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, si elle voudrait tirer des vérités de Rogue, elle y arriverait jamais, quoi. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est un sorcier beaucoup plus puissant qu'elle. Bref, j'adore Rogue aussi. Et toi et Marina, si tu Bah devais non, retenir un personnage? Hermione, du coup. Hermione, ouais. Ouais, parce que c'est incroyable, même avec le stress, elle arrive à, improviser, finalement, une histoire. Donc elle va les mener dans la forêt interdite et je sais plus, c'est là où elle va rencontrer les centaures, c'est après? Le Là, c'est juste groupe. après, là. C'est Ouais, juste les après. centaures, ouais. Ouais. Mais bon, ma question, c'est enfin, ça viendra plus tard dans le chapitre avec les centaures, mais qu'est-ce que les centaures vont lui faire, quoi? Ouais. Oui, ça, on aura Ça, l'occasion c'est d'en toujours un peu reparler. bizarre, mais voilà. Mais en Trop tout cas, Hermione pour son sang-froid, finalement. Ouais, je suis d'accord, j'ai noté Hermione Parce que peu de aussi. personnes sont capables de faire ça, moi la première. Ouais, c'est ça, j'ai noté Hermione Et aussi. ma voix va me trahir, hein, que je la vois quand quand je suis trop stressée, ça. Oui, et puis mentir à un moment où enfin, inventer un mensonge quand t'es sous pression, Mmh. c'est un truc, vraiment, il faut du talent pour ça. Et Hermione, là, elle est incroyable. Je trouve qu'on a un petit peu la Hermione ici, qu'on va retrouver tout le long des Reliques de la Mort. Celle qui a le plan en tête, c'est elle Mmh. qui gère toute la stratégie, c'est elle qui sauve tout le monde. De par son intelligence et de sa clairvoyance, elle est déjà ici, cette Hermione-là. Puis elle est présente dès le début, en vérité. Et le renommage, si on devait renommer, alors originellement, ce chapitre s'appelle Hors du feu. Très bon titre de chapitre, je trouve, qui raconte rien, qui révèle rien de ce qui s'y passe. Mais nous, si on devait se prêter à l'exercice de le renommer, je sais pas si tu en as trouvé un, Élise, de ton côté. Si, j'ai trouvé un chapitre. J'ai une petite dédicace pour Jérémy qui adore les titres chansons. Moi, je l'ai appelé Allumer le feu. Ah oui, pour des questions de droit d'auteur, on peut pas le mettre. Mmh. Vas-y.
Oui, Mais elle peut le c'est... chanter. Non, moi, j'espère juste que tous les gens qui nous écoutent vont l'avoir en tête après. Me remerciez pas, c'est cadeau. Allumez le feu de cheminette. Oui, puis allumer le feu aussi. Ombrage qui allume le feu, qui crée un incendie tout autour d'elle, quoi. Ouais. Marine, est-ce que tu en as trouvé un? Bah, étant donné que j'ai préparé l'épisode une Allumer le demi-heure bûcher, avant ouais. l'enregistrement, je sais pas. Une chanson qui revient souvent là dans les films en ce moment, par rapport à Ombrage, c'est Psycho Killer. Qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, run, run. Psycho Killer. Attends, je suis tellement nul en pop. Non, tu vas pas? Non, mais Psycho Killer. Qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Run, 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 run away. c'est qui qui chante ça? Ah, c'est pas. Talking Head. Ok, ouais, c'est surtout la chanson qui. Ok. Là, ça serait un peu. Ouais, Psycho Killer, bah, c'est en clair, plus- c'est Ombrage. Hein. Mais par contre, ça sera un peu le fa fa fa, run run run. Ça sera bien avec les centaures. Ok, que des renommages musicaux, incroyable. J'y ai même pas pensé, mais les miens ne le sont pas. J'en ai deux, mais en fait, j'en ai qu'un réel, l'autre, c'est plus une blague. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, chapitre 32, faux semblant, parce que je trouve qu'il y en a plusieurs dans le chapitre. Il y a à la fois le gaz étrangleur, qui est une illusion qui n'existe pas. Il y a créature aussi. Là, vraiment, le jeu, on n'en a pas trop parlé, mais le jeu de comédien de créature, on aura l'occasion d'en reparler, évidemment, j'ai envie de dire trahison, mais c'est pas une trahison de la part de créature, c'est juste, il ment à Harry, effrontément, Bah, à ce c'est moment-là. trahison. Ouais, c'est une trahison par rapport à Sirius, qui est son véritable maître, ça c'est sûr. C'est pour ça, vous savez, les bandages sur les mains, il s'est puni, créature, oui. il s'est puni pour ce que là, il fait actuellement. Donc ouais. Et puis il y a les larmes d'Hermione. Hermione qui fake le fait qu'elle pleure, enfin, ça fait partie de tout le mensonge qui lui vient en tête. Voilà, il y a beaucoup de faux semblants. Donc je trouve que ça aurait pu être un titre de chapitre assez énigmatique qui aurait bien fonctionné. Et sinon, j'en ai un autre, mais là, vous savez, le miroir, bref. Chapitre 32. Harry prend une nouvelle fois des risques inconsidérés pour contacter Sirius alors que ce dernier lui a offert un objet exprès pour ça. Voilà, là, ça aurait un peu moins marché dans la, Oui, mais dans la table des matières. Après, aussi, le miroir, il a peut-être pas forcément toujours sur lui. Donc tu peux le manquer aussi, même avec ce fameux miroir. Marina. Bah, Non. bah si. Non, mais ça arrive d'oublier des trucs. En fait, c'est là où Harry aussi, il a des Oui, défauts. mais tu critiques, mais en tant que lecteur, Ah oui, je peux pas. Oui, j'aimerais faire un sondage, j'aimerais avoir un sondage des stats à notre première lecture. Qui a pensé qu'il y avait ce miroir? Ouais. Qui a pensé? Je sais pas si les gens se souviennent bien de leur première lecture. Hein. Tu t'en souviens, Elise, ou... Enfin, moi, j'ai du mal des fois. Enfin, j'ai des brides comme ça, et des On fois, je était les... jeunes en même Ouais, temps. c'était il y a Ouais, longtemps. moi, c'était il y a plus de 10 ans. Et même si je l'ai pas lu enfant, j'étais déjà ado. Je me rappelle de les avoir juste enchaînés. Mais alors, le miroir, pas du tout. Ouais. Je pense que je me suis rappelé l'histoire du miroir en regardant les films. Ouais. Quand Harry, il est dans le village et qui sort ce miroir pour retrouver le frère de Dumbledore. Et je suis là en mode, il sort d'où, lui? Ah, merci. Vraiment, dans le film, mais il sort d'où? Il n'y a pas d'explication. Et c'est quand j'ai relu le livre que j'ai fait ah. Moi, je me souviens quand le dernier film est sorti et que je parlais à des gens qui aimaient Harry Potter, mais qui n'avaient pas nécessairement lu les livres, etc., mais qui voyaient les films. Et ça me rendait fou qu'ils s'aperçoivent pas, qu'ils se posent pas la question du miroir. Ça me rendait complètement fou. Je fais, mais le film, il a trop réussi dans ce sens-là. Il a réparé une boulette et c'est passé comme une lettre à la poste, quoi. Il le sort de sa poche, Harry, ça n'a jamais été introduit, rien. Mais ça fonctionne. C'est incroyable quand même. La magie du cinéma. Il est l'heure de la volière, les amis. On passe au hibou sonore que vous nous avez envoyé. On en a sélectionné 4, comme d'habitude, pour la rubrique de la volière. Allez, on commence avec un premier hibou sonore qui nous a été envoyé par Papuche. On écoute ça. Salut la fréquence, bonjour à l'invité s'il y en a un, salut à vous chat. J'ai une question qui m'est venue, notamment en écoutant votre dernier after show là, sur la rivalité qui commence Moldu vs Sorcier. Est-ce que, à part Pétunia et Lily, on a connaissance d'une fratrie
où, enfin, chez des nés moldus, où il y a un des 2 enfants qui est sorcier ou sorcière et l'autre qui est, moldu. Parce que j'ai l'impression qu'il y a que le cas des sœurs Evans, comme ça. Voilà. Merci. Bisous. À bientôt. Merci, Papuche, et nos chachas te remercient aussi. Hem, Très bonne question. Est-ce qu'on a un autre exemple de famille avec un ou une Némoldu qui a un frère ou une sœur sans pouvoir magique? Apparemment, non. Je me suis un peu creusé les méninges, mais ouais, j'ai la même conclusion. J'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres. Les Lily Pétunia ont l'air d'être les seuls cas connus, même si, je sais pas ce que vous en pensez, je pense que c'est fort probable quand même qu'il existe des Némoldus qui ont au moins un frère ou une sœur Moldu. C'est juste que on ne le sait pas, en fait. Mais c'est vrai que, sauf erreur de ma part, il y a pas d'autres exemples connus que Lily et Pétunia. Ce qui est assez étonnant, mais on sait pas tout aussi. Il y a plein de personnages secondaires dont on connaît pas la famille. Bah, Calypso dit selon Pottermore, pardon, Lockhart ombrage aussi, je pense, McGonagall, mais pas seulement parent de nez moldu, mais avec, Non, là, on parle des un frères et frère, une sœurs. sœur Ouais, qui n'est pas sorcier et sorcière. c'est ça, ouais. Sauf erreur de ma part, Ombrage et McGonagall sont pas concernés parce qu'on connaît pas leur fratrie. Ou en fait qu'un seul dans la fratrie au moins est sorcier. Ouais. Moi, j'ai une théorie par rapport à ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Les frères et les sœurs de sorciers ou sorcières nés moldus ont sûrement plus de chances d'avoir des pouvoirs magiques en comparaison avec l'ensemble de la population moldue. C'est-à-dire que si le premier de la famille est un sorcier ou une sorcière née moldue, peut-être que le petit frère ou la petite sœur qui arrive ensuite a plus de chances en probabilité de devenir également un sorcier ou une sorcière. Un peu comme la génétique au sens large. Et là, je prends pour exemple les frères Crivet. C'est quand même étonnant que 2 frères issus de parents moldus, sans, visiblement de famille de sorciers, dans leur arbre généalogique. Il y a quand même 2 frères qui deviennent sorciers, donc Non mais c'est pas ça en fait la question. Pardon, je réponds à Lyra, je pense qu'ils comprennent pas la question, ah sauf oui, Calypse, par exemple, si c'est vrai, mais tu as vu dans Pottermore apparemment, Lockhart est né de nez moldu, du coup, Lockhart, c'est un né moldu? et serait le seul sorcier, il aurait 2 sœurs moldues. Ah, je veux bien la source de savoir, où est-ce qu'on sait que Gilderoy Lockhart est un né moldu, mais, parce que j'ai pas trouvé, enfin Lockhart est même pas dans ma liste de nés moldus, connus. Non, la mère était sorcière. Ah oui, non, c'est pas un né Non, moldu, hein. donc là, c'est vraiment parents moldus. Mmh mh. Moi, je pense qu'il y a plus de chances que le petit frère, la petite sœur qui suivent ensuite, que ça soit également des sorciers, mais on n'a pas d'exemple connu. Après, peut-être qu'il en existe, encore une fois, hein. J'avais établi une liste des personnages nés moldus principaux qui sont connus dans l'univers, et peut-être que eux ont des frères et sœurs moldus ou sorciers, qui ont des frères et sœurs, mais qu'on les connaît pas. Donc du coup, on peut pas, se positionner dessus. J'ai pensé à Mimi Géniard, par exemple. On sait pas si elle a des frères et sœurs. Oui, c'est pas précisé dans l'histoire en tout C'est cas, ça. oui. Je pense aux frères Crivet. Alors, les 2 frères sont sorciers, mais est-ce qu'ils ont pas, d'autres frères et sœurs, qui sont moldus? On sait pas. Justine Fletchley. Justine Fletchley. Est-ce qu'il a des frères et sœurs? On ne sait pas. Et Mmh. même et là, bon, c'est quand même assez peu probable, mais Hermione. Hermione, enfin, Oh bah, on aura quand même ça c'est vrai faudrait qu'ils auraient oui. 18 ans d'écart. Je j'avoue, mais il y a des fratries avec, des écarts comme ça. De Bon. quoi dis Bah, en fait, on sait qu'elle a pas de petit frère ou petite sœur oui. au moment de l'histoire, Ah, mais tu penses qu'après, ouais, après, bon, peut-être que les oui, parents sont bon, sont ça paraît un peu curieux. Mais, en tout cas, voilà, on peut penser à Ted Tonks, Kendra Dumbledore, Dirk Cresswell, Mary Cattermole, voilà, ce sont des personnages où vraiment dans le canon, on sait que ce sont des nés moldus, mais on ne sait pas s'ils ont des frères et sœurs, donc sauf erreur, on peut pas répondre vraiment à la question de Papuche, hein. en tout Voilà. cas, ça n'a pas été écrit. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, moi j'ai trouvé que 2 seuls exemples, mais qui pour moi, sont pas considérés comme, vraiment officiels. C'est dans des jeux vidéo qui sont pas canons, pour moi. Ouais, voilà. Dans Wonder Book, Book of Potions, si pour ceux qui connaissent, il y a un personnage qui s'appelle Tertius et qui a 2 grands frères qui n'ont pas de pouvoir magique. Donc Tertius est un émoldu et ses frères ne sont pas sorciers. Et sinon, dans le jeu mobile Fantastic Beasts Cases from the Wizarding World, il y a un personnage qui s'appelle Jesse's Paper, qui a un frère sans pouvoir magique également. Mais voilà, ce sont des personnages qui ont été inventés pour des jeux après coup, quoi. Donc Ouais. voilà. Mais dans l'histoire officielle, dans le monde magique, on va dire, qu'on peut considérer comme canon, j'ai pas d'exemple. Nous passons hibou sonore de Aélis. Combien la fréquence est montée sur 1.
je m'appelle Aïlis et j'ai 12 ans. À votre avis, comment réagiraient les Moldus si le code du secret magique est aboli? Parce que une nouvelle aussi grosse, alors que ça fait depuis le Moyen Âge qu'ils vivent plus, ça serait un peu, ça nous ferait bizarre quoi, ça ferait un gros choc. Et niveau, si c'est juste une personne qui le dit dans un article de presse, tout le monde le prendra pour un fou et il finira à Azkaban. Donc voilà. Et sinon, continuez comme ça, vous êtes géniaux. Merci pour ta question. Alors, admettons, les pouvoirs politiques sorciers et moldus prennent la décision d'abolir le code de secret magique. Ils prévoient l'annonce. Moi, j'ai pas des belles réponses à t'apporter. Si la situation évolue pas, je pense que la magie sera détournée à des fins militaires, je pense, et aussi à des fins médicales, mais pour les labos. Voilà, voilà. Et je sais pas après comment on accepterait des gens qui ont une vie facilitée, entre guillemets, au milieu de moldus. J'arrive pas à imaginer parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de jalousie et la jalousie, ça mène jamais à rien de bon. C'est un peu compliqué, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, Élise, mais Je te rejoins de ouf. Mes ouais. notes, c'était exactement ça, que l'humanité, elle en ferait des choses négatives. Hein, J'ai hein, pensé typiquement à l'exemple des extraterrestres. Clairement, le jour où il y a un petit bonhomme vert, hein, hein. si c'est pas déjà fait, qui est arrivé, on le prend, on le dissèque. En général, Oui. voilà, la zone 51, c'est pas pour rien. Et Et je me suis l'Américain aussi... moyen, il va piller les magasins pour aller chercher du papier toilette et pour prendre les télés. À l'époque, on les brûlait, les sorciers. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a, Et- c'est pour ça qu'il y a le secret magique. Et après, je me suis fait la réflexion aussi que, au-delà de la jalousie, il y aurait aussi beaucoup de rancœur. Je prends une théorie, les sorciers peuvent se guérir grâce à la magie. Mm. En partie, on a déjà eu, enfin, vous avez déjà eu ce débat dans les épisodes de jusqu'où on peut guérir. Imaginez tous les gens qui ont perdu des gens d'une maladie, qui diraient, mais vous Qui vous rendez compte, eux-mêmes une pendant des maladie. années, vous auriez pu sauver ma mère, mon père, mon frère, mon Ouais. enfant. Ouais. Enfin, je me dis la rancœur que ça doit avoir. Enfin, je pense que ça ferait rien de bon. En fait, c'est ça, quand on est enfant, on peut se dire ah, mais c'est dommage que les sorciers ils partagent pas la magie avec le reste du monde. Et puis maintenant qu'on est adulte, on est un peu là en mode c'est plutôt pas mal comme idée. Il vaut mieux que les sorciers restent dans leur coin, même si c'est injuste, peut-être. Oui, on peut se poser des questions morales Mm. par rapport à ça, c'est évident. Puis de toute façon, imaginons que la magie existe vraiment, là, qu'il y a une sorte vraiment de monde d'Harry Potter. Et quelqu'un décide de dire la vérité. Et ben le mec il finit en hôpital psy où il est disséqué au labo Hmm. pour l'armée ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Moi, je pense que ça finirait en guerre. C'est. Tu as 12 ans déjà, Alice. Désolée de te... Oui, désolé, mais la conséquence, ça serait la guerre. C'est vrai qu'à l'époque, le code du secret magique, il existe. Les sorciers se sont construits en société à part parce que les sorciers se faisaient persécuter par les moldus. Et donc, à partir de là, si on décide d'être optimiste et de revenir en arrière et puis de cohabiter en connaissance, enfin, que chacun connaisse l'existence de l'autre, je pense que malheureusement, de la part des moldus, ça partirait en conflit. Ça serait une guerre mondiale Mm, mm. et que gagneraient les sorciers. Hein. On va pas se mentir. Donc, en fait, il y aurait pas vraiment d'intérêt. Je pense que c'est pour ça que les sorciers protègent Que gagneraient les corps et âme sorciers? ce secret magique. La guerre mondiale? Bah, contre les moldus, enfin, tu penses pas, je sais pas. Non. Enfin, je veux dire, je pense que face à toutes les armes quand même de dissuasion qu'on a, on a Ou l'arme alors nucléaire, sorcier ou pas sorcier, on te balance une arme nucléaire sur la tête, ouais, je suis d'accord, mais tu t'en sors pas. ouais, c'est vrai, pas gagner la guerre, mais en tout cas se replier à nouveau. Enfin, en gros, de revenir au secret magique parce que les sorciers ont moyen de fuir les moldus, ont Ah oui, moyen de mais disparaître. ils gagneraient pas une guerre face à Non, ouais, des c'est vrai, moldus, t'as ça raison. c'est sûr. En fait, ils ont aucun intérêt à déclencher Non. un conflit comme ça, parce que pour moi, ça déclencherait forcément un conflit. J'aime bien ta théorie, Elise, des extraterrestres, c'est un peu ça, quoi. Mars attaque, quoi. Ouais, non mais c'est ça. On les défonce. C'est Mais dangereux. de toute façon, l'histoire nous a montré maintes fois que dès qu'il y a quelqu'un qui a du pouvoir dans notre monde, les autres ont peur et la réaction de la peur, c'est de vouloir le contrôler. Mmh mh. Et Ouais. malheureusement, même si les sorciers étaient dans une attitude hyper bienveillante, pas nous. Ouais. Ouais. Un aspect des Animaux Fantastiques qui m'aurait intéressé s'ils avaient continué la saga, c'était justement cette thématique-là.
Grindelwald, c'était clairement une réaction de sorcier extrême qui voit que les Moldus sont en train de se faire la guerre, qui développent des armes qui peuvent leur être fatales. Et comment, toi, en tant que sorcier, tu te positionnes par rapport à ça, et sachant que effectivement, t'es entre guillemets un être supérieur, en tout cas, c'est ce que Grindelwald pense, parce que tu as des pouvoirs magiques. Donc, on fait quoi? Est-ce qu'on continue à s'enterrer en attendant de se prendre une bombe qui nous est pas destinée, ou est-ce qu'on essaie de prendre le contrôle dès maintenant avant que les choses dégénèrent? Ça aurait été intéressant de savoir. Et ça rejoint un peu la question Mm. ici d'Aélis. Désolée si Désolé pour tu ton voulais innocence. une réponse plus joyeuse et que tout le monde allait vivre en harmonie. Il vaut mieux pas. On les brûlait, les sorciers, avant le secret magique. Donc, ce sera un petit peu ça, version 2026, hélas. Allez, on passe au prochain hibou sonore. La question nous a été envoyée par Gabriel. Salut Marina, salut Jérémy, et salut à votre invité s'il y en a un. Je voulais vous poser une question concernant Nagini, parce que je me dis que c'est un peu bizarre pour Voldemort de choisir de mettre une partie de son âme dans quelque chose de mortel. Pourquoi ne pas privilégier des objets plutôt que quelque chose qui de base est voué à mourir et donc à un jour détruire son Horcrux avec lui, quoi. Ça me paraît très étrange qu'il se soit dit que c'était une bonne idée de mettre une partie de son âme, voilà, dans quelque chose de mortel. Donc après, j'ai peut-être pas les infos. Est-ce qu'il y a quelque chose de canon sur l'immortalité ou la longévité de Nagini? Mais voilà, si vous avez des infos par rapport à ça, ça m'intéresse, ou de savoir ce que vous en pensez, tout simplement. Je vous fais des bisous et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la communauté Potterhead. J'adore le podcast, c'est incroyable et on s'en lasse pas, donc continuez comme ça. Bisous. Merci, Gabriel. Tes compliments nous font plaisir. Ta question aussi, pourquoi Voldemort a utilisé Nagini comme Horcrux? Alors que, oui, le serpent est mortel. Je me suis jamais vraiment frontalement posé la question, c'est hyper intéressant. J'ai 2 éléments qui me viennent en tête pour expliquer pourquoi Voldemort a pu faire ce choix. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Parce que même si c'est une créature mortelle, le fait de transformer Nagini en Horcrux, j'ai l'impression que ça la protège par la magie noire. La preuve, c'est que il faut l'épée de Gryffondor imprégnée du venin de basilic pour en venir à bout de Nagini. Donc en fait, à partir du moment où ça devient un Horcrux, ce n'est plus qu'un seul serpent mortel. C'est une créature protégée par la magie noire. Et en ça, d'ailleurs, je précise que ça ne concerne pas Harry, parce que Harry n'est pas un Horcrux au sens propre du terme. Il a un fragment d'âme en lui, mais Voldemort n'a pas fait de Harry volontairement un Horcrux. Il n'a pas déversé par la magie noire le fragment d'âme en Harry. C'est quelque chose qui le dépasse. Donc Harry est une espèce d'exception. C'est pour ça qu'Harry est mortel, beaucoup plus que Nagini finalement. Et dans le contexte, et là ça serait le deuxième élément, Voldemort fait de Nagini un Horcrux à un moment où il est vulnérable. Là, c'est plus pour expliquer pourquoi Voldemort a fait ce choix. Parce qu'au moment où il fait de Nagini un Horcrux, vous savez, il a ce corps de bébé immonde là. Et il survit en Que partie. vous pouvez voir au studio. Ouais, voilà. Et vous pouvez cliquer sur un bouton pour le faire. C'est horrible. Et il est dans un état pas terrible, quoi. Et il survit en partie grâce au venin du serpent. Donc, quand Cutver lui apporte Bertha Jorkins, il voit dans le meurtre de Bertha Jorkins la possibilité de diviser enfin son âme en 7, ce qui était son plan de base avant la prophétie. Et donc, il va déverser son fragment d'âme dans la créature qui le suit partout et qui peut contrôler Nagini. Voilà. Donc, en fait, je pense qu'il agit un peu de façon hâtive. Il voulait diviser son âme en 7. Il n'a pas eu le temps de le faire avant de disparaître à cause de Harry. Et là, quand il peut tenir une baguette magique, quand il peut à nouveau produire de la magie, il s'empresse de faire un Horcrux. Et comme il s'est lié d'amitié avec ce serpent, pour lui, c'est le truc évident à faire. Après, diviser son âme en 7, c'était son plan de base. Faire d'un serpent un de ses Horcrux, clairement, non. Mais c'est dans ma voilà. tête où, quand il sent que Nagini est en danger, il est protégé dans une boule. Alors ça, ouais, mais c'est un truc supplémentaire que Voldemort fait dans les Reliques de la Mort. Il l'entoure d'une protection magique, ouais. En plus de ça. Bon, Je ça sais lui pas a pas servi jusqu'au bout, mais. Non. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez un autre élément
Mais en plus, ce qui est Idiot. choquant, c'est que finalement, c'est une femme qui était décapitée à la fin, Alors ouais, selon les animaux fantastiques. c'est vrai qu'on a appris que c'était une malédictus. Mais c'est faux. Non, Mais c'est pardon, faux. Enfin, oui, c'est pas prévu par J.K. Rowling, mais c'est faux. Mais sinon, elle se serait remis à l'état de son corps, quoi. T'es Enfin, t'es colère par rapport à ça. bah non, mais c'est un bullshit. On aurait vu une femme décapitée à la fin. Voilà. Pardon, vas-y, Élise. Désolée. Élise, qu'est-ce que tu en penses? Moi, en écoutant La Volière et en faisant les petites recherches en amont, j'ai vu sur un forum certains qui disaient que peut-être Nagini ne vieillissait pas, parce qu'un serpent, c'est pas censé vivre aussi longtemps. Hmm. Et ça m'a interpellée parce que je me suis dit, c'est une théorie intéressante, ça l'empêche pas de pas mourir, donc comme tu disais, grâce à la magie noire. Mais il y avait aussi cette théorie que maintenant qu'elle devient Horcrux, elle vieillit pas. Comme les Horcrux ne changent pas de forme, en fait. Je pense, ouais. Hein. Je sais pas si pour autant elle devient immortelle, j'en sais rien. Ouais, c'est une bonne question parce que, imaginons, il la préserve dans un aquarium géant de verre intouchable toute sa vie. Ouais. Il y a un moment où elle va mourir de vieillesse. Et du coup, il y a certaines théories qui disaient que peut-être elle ne vieillissait plus. Et comme ça lui permet de boire son venin Ouais, de survivre. pour lui donner de la force. Mm. Ouais, c'est-à-dire que comme il est Toujours. déjà dépendant d'elle, de Nagini, il se dit bah autant accentuer davantage ma dépendance par rapport à toi et en fait je vais faire de toi mon Horcrux quoi. Quelque chose comme ça. Et puis ce qui lui plaît aussi à ce moment-là, alors qu'il est vulnérable, alors qu'il a ce corps de bébé là, truc là, et bah il peut l'avoir sous la main. Il sait, il a une vue, il a une vision sur son Horcrux quoi. En plus, il peut l'utiliser, il peut l'envoyer, il peut rentrer dans le serpent pour voyager. Enfin, il y a plein de trucs qui font que ça lui est utile à ce moment-là, quoi. Après, la question Maledictus, ça a une strate supplémentaire. C'est un truc qu'on a appris après, ouais, dans les Animaux Fantastiques. Alors, est-ce que Voldemort a senti qu'il y avait déjà quelque chose de particulier vis-à-vis de ce serpent? Est-ce qu'il a senti la Maledictus en Nagini? Ça... Mais Marina sera pas d'accord. Of course, bien sûr. Mais c'est vrai que ça peut être un argument encore en plus aujourd'hui, vu ce qu'on sait qui aurait pu pousser Voldemort à faire de Nagini un Horcrux. Voilà, n'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous donnez crédit à ça ou est-ce que vous avez d'autres explications? Parce que la question de Gabriel est hyper intéressante. Mais oui, il y avait un truc aussi avec le. J'ai pas trop compris avec le meurtre de Bertha Jorkins. Oui. Bah parce que tu as besoin de tuer pour diviser ton âme. Donc en fait, comme il tue Bertha Jorkins, en fait, c'est le meurtre qu'il utilise entre Ah, qui guillemets avait fait. Oui, pour d'accord. faire Ok, de d'accord. Nagini son Horcrux. Ok, d'accord, oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Donc Après, peut-être qu'il avait plus d'idées entre le médaillon. oui, il agit de manière impulsive ici. Et puis, très clairement, son idée de base, il voulait faire de son dernier Horcrux l'épée de Gryffondor. Là, il est en mode survie. Et donc, il se dit que dans l'immédiat, il n'y arrivera pas à mettre la main sur l'épée de Gryffondor. C'est pas dans ses plans immédiats. Donc, il préfère assurer le fait de diviser son âme en 7 et finalement d'utiliser Nagini. Question ultra intéressante, je me l'étais jamais posée frontalement, je crois. Frontalement. Frontalement, dans le front. Paf! Et nous passons au dernier bout sonore, celui de Mélissa. Bonjour la fréquence, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je salue aussi votre invité s'il y en a un sur cet épisode-là. J'étais en train d'écouter le pire souvenir de Rogue et vous faisiez mention de la pancine et en fait de l'objectivité des souvenirs. Et je m'étais dit, est-ce que finalement les souvenirs que l'on garde dans la pancine sont vraiment objectifs parce qu'ils sont sous notre prisme et pas forcément sous le prisme de quelqu'un d'autre. Et pour une même situation, on pourrait avoir un regard ou un souvenir différent dans la pancine. Voilà, pour avis, continuez ce que vous faites. Voilà, moi je me régale et encore merci encore pour la qualité de votre podcast. Bonne journée. Non, justement, c'est une question que je m'étais aussi posée. C'était posé dans la fréquence. Ouais. Et en fait, elle y répond dans une interview en 2005. C'était des auditeurs, auditrices, des lecteurs, lectrices plutôt, qui lui posaient des questions. Et ça commence par une animatrice qui dit « L'un des gagnants de notre concours demanda à Joe. » Wow. À S'appelle l'époque, on l'appelait Joe. Ouais. Qu'elle était cool. Théoté Hermite. Elle a 50 ans, elle vit dans une... Je vous lis tout. Hein. Ah Elle oui. vit dans une petite ville de l'Est des États-Unis.
Je pense que ceci a été abordé dans le 6e tome, mais est-ce que les souvenirs dans une pancine représentent la réalité ou seulement la vision qu'en a une personne? J.K. Rowling a dit: «C'est la réalité, c'est important qu'on comprenne bien cela, parce que Slughorn a donné à Dumbledore ce souvenir brouillé et pathétique. Il ne voulait pas montrer la vérité et il a évidemment tout trafiqué et bricolé, donc ce dont vous vous souvenez est véridique dans une pancine.» Après là, cette première réponse, je trouve que ça apporte pas vraiment. C'est ce dont toi tu te souviens, mais est-ce que c'est seulement ton souvenir, ta perception des choses, ou si une autre personne était dans la scène, elle rapporterait les mêmes faits? Vous voyez ce que je veux dire? J'y ai pensé. Au début, mon instinct était de me dire: «Ah bah oui, c'est un peu objectif comme souvenir» parce que certes, c'est notre point de vue, visuel, mais comme c'est en images et que ça vient de notre tête, c'est ce qu'ont capté nos yeux et en fait, le souvenir est forcément vrai, hormis le slogan qui le modifie lui-même. Mmh. Et il y a un deuxième truc qui m'a interpellée, c'est que si les souvenirs sont vrais, ce qu'on en extrait est peut-être ce qui nous arrange. Je fais un parallèle, mais par exemple sur les réseaux sociaux, quand on voit une vidéo qui fait le buzz, c'est un imaginons un clip de 10 secondes, la personne a enlevé les 10 secondes qui Mmh. faisaient le buzz et a enlevé tout le contexte autour. Mmh. Et ça m'a fait vachement penser à ça, de me dire que, si j'assiste à une scène où quelqu'un frappe quelqu'un et ça m'arrange de choisir ce moment-là, hop, j'extrais de mon souvenir, le moment qui m'arrange et pas celui où les gens se battent, depuis le début ou quelque chose comme ça. Voilà, c'était moi j'ai fait vachement ce parallèle-là avec, la réalité et les vidéos sur les réseaux sociaux. Mais même si d'instinct j'avais envie de dire que les souvenirs sont objectifs et après je me suis dit: «Est-ce qu'il existe un truc magique dans la pancine où quand tu extrais ton souvenir, il s'extrait en entier obligatoirement?» Eh bien Voilà. oui, parce qu'en fait, il y a une Ah! deuxième partie de réponse. Mais du coup, finalement, ça va répondre à ta question, parce que, Mélissa, je crois que c'est une de MuggleNet, Oui. qui lui demande: «Cela veut dire que s'il y a des choses que vous n'avez pas aperçues vous-même, vous pourrez aller vérifier après coup?» Et J.K. répond: Mmh. «Oui, c'est en cela que consiste la magie de la pancine, c'est ce qui la rend vivante. Sinon, ce ne serait rien de plus qu'un journal intime, on se restreindrait à ce dont on se souvient. Mais la pancine recrée un moment pour vous, pour que vous puissiez replonger dans vos souvenirs et remarquer des choses qui vous avaient échappé à ce moment-là. C'est quelque part dans votre tête, et je suis sûre que c'est dans tous nos esprits. Je suis sûre que si on pouvait y accéder, on trouverait des choses dont on ne se souvient pas.» Donc, en fait, ça capte ce que tu as vu, ton souvenir, mais le contexte aux alentours. Donc, peut-être que finalement, toi, tu auras ce souvenir-là, mais si quelqu'un d'autre voit ton souvenir et regarde le contexte, il va peut-être en déduire autre chose. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que raconte l'autrice ici. Pour moi, ça fait complètement sens par rapport à ce qu'on a dans les livres. Alors, c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que nos souvenirs sont forcément subjectifs parce que oui, dans la vie réelle, nos souvenirs sont notre perception subjective du réel et pas le réel en soi. Je pense qu'il faut se dégager de cette réalité-là pour se plonger dans le monde de la magie. Parce qu'il y a quelque chose de pas réaliste, de pas crédible du tout dans cet artefact de la pancine. On l'a bien vu, par exemple, dans Le Pire Souvenir de Rogue, il y a quelques chapitres de ça. C'est-à-dire que on suit le souvenir de Severus Rogue, et pour autant, toutes les discussions qui se passent autour de lui, on peut les capter également. C'est-à-dire que si Harry il est capable de suivre la discussion entre les 4 maraudeurs, c'est grâce à la magie de la pancine. Parce que Severus Rogue, même s'il s'est pas éloigné si loin que ça d'eux, moi, je pense qu'au temps présent, quand il a vécu ce moment-là, il les entendait pas, les maraudeurs. Il les entendait pas. Il pouvait pas les entendre. Je pense qu'il était quand même trop loin, trop éloigné pour les entendre. Par contre, par la magie du souvenir, par la magie de la pancine, on peut entendre et capter ce qui s'est dit autour de soi. Et donc ça, c'est une forme d'objectivité, absolue. Enfin, c'est ça que permet la pancine. La pancine existe grâce à ça. Enfin, c'est son but, quoi, d'exister dans le monde de la magie, c'est que ça te permet effectivement de te replonger dans un de tes propres souvenirs pour y avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus objective, quoi. Et c'est pour ça que Dumbledore l'utilise comme un objet d'enquête. Parce que si on part du principe que la pancine est subjective, tu peux pas l'utiliser comme Dumbledore le fait, pour découvrir Non, c'est la vérité impossible. autour de Tom Jedusor. Parce que si tous les souvenirs de la pancine sont subjectifs, comment en tirer une vérité comme le fait Dumbledore? C'est pas possible. Tu serais toujours à remettre en question les souvenirs que te laissent les gens. Alors qu'on le voit bien, en fait, quand les gens essayent de t'influencer ou de changer leur perception du souvenir qu'ils te donnent et qu'ils t'offrent, qu'ils te partagent, eh ben ça donne ce truc, cette bouillie
de Slughorn, là, le faux souvenir qu'il lui donne. Et en fait, on voit bien que falsifier un souvenir, apparemment, c'est pas, c'est impossible parce que ça se voit. C'est très clair que le souvenir, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas très réaliste, mais pour moi, la pancine, c'est comme le dit l'autrice là dans cette interview, c'est une réalité objective de ce qui s'est passé, vraiment comme une caméra qui voit du dessus, qui capte un peu tout ce qui s'est passé autour de toi. Et du coup, la Ouais. pancine, c'est la pancine, j'ai plus le texte traduit là sous les yeux, mais c'est la pancine qui est transmise de directeur en directeur d'école. Ouais. Et certains se font même enterrer avec. Ah, Et ça, intéressant. Source ça, Pottermore, Pottermore. la pancine. Ça, par contre, il faut se méfier quand tu veux te faire enterrer avec ta pancine. Bah, sincèrement, pourquoi? Ouais. Ah ouais. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est que s'il y avait, grâce à la pancine, on a donc la vérité. Par exemple, pourquoi lors du procès d'Harry et des détraqueurs, on n'a pas extrait la pensée d'Harry pour la regarder au ministère? Hormis le fait que ça arrange Ombrage, mais je veux dire, Ah, Élise, là, tu pointes un sujet. Parce que tout le monde n'a pas de pancine. On revient à la Pourquoi justice le ministère magique. n'a pas de pancine? oui, parce qu'en fait, tous les crimes seraient super résolus. Oui, Pas besoin d'avocat, pas besoin de policier. ouais, mais On peut-être enlève. il y a la vérité qui ne les arrangeront pas. Oui, dans le cas de Harry, au début du Mmh. chapitre, c'est exactement ça. Mais sa meilleure défense, en fait, c'est dans sa tête. C'est vrai, par Mmh. exemple, tu prends l'audience de Harry dans le 5. Mmh. Voici une pancine, déversez votre souvenir, on va tout de suite voir si... parce que si Harry falsifie son souvenir, ça va se voir. Si c'est la Oui. réalité telle qu'il l'a vécue, on va le comprendre aussi, quoi. Ça va être clair. C'est vrai, hein. En plus, j'imagine Dumbledore, du coup, qui a fait la défense d'Harry, arriver avec sa pancine, Mm. la poser au milieu de la Bah salle oui. d'audience et faire « Allez hop, j'ai la preuve ». C'est d'ailleurs étonnant qu'il donne plus de crédit aux témoignages de témoins, et là, en l'occurrence, Madame Fig, Oui. qu'une pancine. Parce que visiblement, une pancine, c'est beaucoup plus puissant, parce que un témoignage, ça peut être subjectif. C'est-à-dire que tu peux mentir, même en prêtant serment, tu peux très bien mentir sur le témoignage que Oui, tu mais donnes. est-ce qu'un mage aussi puissant que Dumbledore peut trafiquer ses souvenirs C'est peut-être ça. d'une manière assez parfaite? Pas Peut-être, comme ouais. Slughorn qui a fait du bidouillage là avec du scotch. Ça me fait penser à l'exemple qu'avait donné J.K. pour le Veritas Serum. Parce qu'on lui a posé plusieurs fois la question, mais pourquoi dans les procès, on ne donne pas du Veritas Serum aux, Elle accusait. ouais, aux accusés? Voilà, merci. Et en fait, elle avait dit parce qu'il y a plein de moyens de détourner les effets du Veritas Serum. Si on est un sorcier suffisamment puissant, on peut se protéger du Veritas Serum et donc du coup ne pas dire la vérité. Moi, je suis trop ancrée dans la réalité. Moi, je dis les droits de l'homme, mais il n'y a pas de droits de l'homme Non, dans le monde d'Harry Potter. Les sorciers, ils n'ont pas le respect des droits de l'homme et du citoyen. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'ils se posent pas cette question. Donc je sais pas si on a déjà demandé frontalement, il faut que j'arrête avec ce mot, c'est Mais vrai, à Je te J.K. demande Rowling. frontalement, écoute, frontalement, tu vas me dire, est-ce que tu vas bien? Frontalement, tu vas bien? Directement. Je sais pas si on a demandé directement la question à J.K. Rowling de pourquoi on n'utilise pas la pancine au procès, mais peut-être que tu as raison, Marina. Peut-être qu'elle donnerait la même réponse qu'elle avait donnée pour le Veritas Serum à l'époque, que bon, si tu es suffisamment puissant, est-ce que tu peux pas trafiquer ton souvenir? Je sais pas. Non, mais Harry Potter, il a 17. Même non, il est plus jeune que ça. Il est encore en études. Pour le coup, lui, il n'a pas forcément le Oui. pouvoir de changer son souvenir. Si Slughorn n'y arrive pas à le faire proprement, je vois pas comment Harry, en 5e année, pourrait réussir à le faire. Ouais. Intéressant. Une question, on apporte une autre. C'est donc sans fin? Bah oui. C'est Et la là, preuve, ça va, hein. on a une source quand même de checker Oui, oui, une oui. interview. Ouais, ouais. Grâce à un Américain qui habite dans l'Est. Et une réponse qui fait sens, parce que c'est vrai je voyais dans le chat passer je crois plus le texte que les réponses de JK qui, parfois, elle s'est un peu embrouillée, etc. Et je suis d'accord avec ça. Pour le coup, là, je trouve que sa réponse fait complètement sens par rapport au livre qu'elle a écrit. Et c'est terminé pour cette volière, même si ça pourrait continuer pour toujours, hein, vous le voyez. Mais c'est pour ça, on reviendra. On a encore plein de chapitres, plein de volières à venir, plein d'autres questions. C'est un puits sans fond. Voilà, tout simplement. Et pour participer à ce puits sans fond, à nous poser encore et encore des questions, vous pouvez nous envoyer justement votre question à vous par message vocal, soit par mail, soit par message sur Insta ou Facebook. Faites un petit tour dans la description si nécessaire. Tous les portes loin sont indiqués. Notre adresse postale aussi, si vous préférez nous envoyer une lettre ou un colis par la poste Moldu. Si vous nous découvrez et que le podcast vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur l'appli que vous utilisez. La fréquence est dispo sur à peu près toutes les applis d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, Podcast Addict
Audible ou même YouTube. Merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de laisser des étoiles, des avis ou des commentaires. On lit tout ce qu'on reçoit et on vous répond dès que possible. Et n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, à faire une petite story, pourquoi pas, et à nous suivre sur les réseaux, notamment sur Discord. Tout ça, ça permet à d'autres fans d'Harry Potter de nous découvrir et ça permet à notre podcast d'être encore plus visible. Donc merci à vous de prendre le temps de faire tout ça. Et je remercie Élise parce que grâce à elle, je me suis rendu compte que sur le Linktree, il n'y avait pas le lien du Discord Ah, et on vous connaît, chers auditeurs, auditrices, vous n'avez pas forcément le réflexe d'aller voir dans la description des épisodes, ce qui est normal. Mais sachez que maintenant, le Linktree que vous pouvez retrouver sur nos réseaux, il y a le Discord. Ça y est, voilà. Donc c'est aussi sur le Linktree, c'est partout. Merci Élise. Si vous êtes déjà des connaisseurs de la fréquence, vous n'êtes pas sans savoir que tout ça s'est rendu possible grâce au soutien des Patronus sur la plateforme Patreon. C'est sur Patreon que tout le contenu qu'on produit est disponible, les émissions bien sûr, mais que vous pouvez regarder en vidéo et même en direct, comme maintenant, avec la possibilité... quelle chance, avec ma tête sans maquillage, fatiguée. Mais avec la possibilité d'interagir dans le chat et voilà, des fois vous nous apportez des éléments qui sont ultra importants. Vous êtes dans le débat avec nous et donc ça c'est précieux, on en a pris l'habitude. Et vous débloquez aussi tous nos after-shows en rejoignant Patreon, ces podcasts bonus qu'on enregistre avec nos invités. Ça fait une 60aine d'émissions déjà à découvrir dès maintenant, sans compter les sorties à venir. C'est quelques euros par mois pour vous et un énorme soutien pour nous, pour continuer à produire ce petit podcast dans de bonnes conditions. Un grand merci à toute la communauté Patronus. On voit vos noms à chaque fois qu'il y a un nouvel abonnement et c'est un énorme cadeau à chaque fois. Merci les amis. Et enfin, si comme Elise, vous souhaitez nous rejoindre, pourquoi pas en tant qu'invité sur un futur épisode, c'est possible. Il suffit d'envoyer une vidéo ou un vocal de présentation de 2 minutes par mail ou via Discord. C'est pas toujours possible d'inviter tout le monde et l'attente est souvent longue, donc lancez-vous maintenant pour avoir une petite chance de nous rejoindre pour un chapitre. Élise, on espère que cet enregistrement t'a plu et que tu ne regrettes pas d'avoir candidaté. Non, c'est une très belle expérience. C'est la première fois que je participe à un podcast. Je peux cocher ça sur ma bucket list. Et c'est très naturel en fait. On a l'impression d'être avec les copains dans le salon. Voilà, c'est un vrai plaisir d'être là. J'avoue que c'est très plaisant d'être invité dans un podcast. Par Ouais. exemple, nous, on adore que les copains nous invitent. Franchement, on n'a pas beaucoup d'invitations. Invitez-nous les copains, là, podcasteurs un peu. C'est trop bien, t'arrives, tout est préparé. T'as plus Ouais. qu'à faire un peu... J'adore aussi. Ouais, j'aime bien. Donc, les copains podcasteurs qui nous écoutent, invitez-nous plus. Et c'est pour On va ça qu'on s'incruster. on a à cœur de vous donner la parole le plus possible, de vous inviter sur les Parce que épisodes c'est une bonne expérience pour parler de ce que t'aimes, en fait. de fou. Puis ça varie parce que vous arrivez avec votre personnalité, Mm. les débats vont s'orienter par rapport à vous, votre sensibilité, etc. Et à chaque fois, c'est trop bien, on vous découvre Et apporter des points de vue qu'on n'avait pas pensé avant. Carrément. Et on se dit, mais ouais, carrément, carrément. c'est trop bien. Donc, Bah, donc c'est le voilà. partage, en fait, aussi. C'est partager entre fans. C'est ça, ce podcast, c'est un lieu d'échange. C'est pas juste Marina et moi qui parlons dans des micros et vous qui nous écoutez. C'est aussi un échange, tout simplement. En nous rejoignant à nos micros, mais aussi en commentant, en nous rejoignant sur les réseaux. Voilà, nous, on est des fans comme vous. On vaut pas plus, pas moins. Justement, on a juste ouvert les micros pour que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà, c'est trop cool. Et d'ailleurs, en fait, pour l'after show, on va parler des histoires d'amour dans Harry Potter. Donc, ça va mélanger finalement tes deux passions. Oui. Harry Potter et la romance. Le crossover parfait. Est-ce que du coup, t'as pensé, par exemple, à, ok, on avait dit Drago Malfoy, Dark Romance, même avec les petits critères dans lesquels on le ferait rentrer. Oui. Je crois que t'as fait ça. J'en ai préparé quelques-uns. J'ai pris des couples un peu emblématiques. Et j'avais même fait des petites recherches sur par exemple, les parents d'Harry ou les parents de Voldemort. Mais c'est moins joyeux. Tu m'étonnes. Après, ouais, il y a des genres de romances maintenant qui sont quand même très dark. Et à dark Oui. romance, quoi. Donc, en ça pourrait trouver son chemin, quoi. Exactement. Carrément. Et puis, À vos on a ce qu'on fanfictions, les appelle gars. les tropes. Oui, c'est ça, bah oui. Ouais. On va parler de tout ça. Il faut nous rejoindre sur Patreon pour avoir ce podcast bonus qui aura pour thème ici donc les histoires d'amour dans Harry Potter. Et ça sera un plaisir de continuer à t'avoir, Elise, pour cet after show-là. On ne se quitte pas sans faire une dédicace à nos irréductibles tipeurs. On continue à vous citer tant que vous êtes là.
un peu comme des sponsors du podcast, un peu, voilà, vous êtes les sponsors. Merci à Maureen, Sin Serpentard, Le Dim, Strix Nebulosa, Quentin, Valkia, Pamela, Aurélien, Poki, Pumpkinston, Marinette, Errol, Sophie James, Dispirit, Chloé, Bispac et Corsetilou. Quant à nous, on se retrouve soit en After Show Patreon, soit pour le prochain chapitre qui s'intitule Lutte et fugue. On espère que vous n'allez pas fuguer et que vous serez bien présents pour le prochain chapitre. En tout cas, ça sera un plaisir pour nous de vous retrouver. À très vite. Salut!